Salut Tom. Ça va très bien et toi? Ouais, un petit peu, je crois que. Donc vas-y Axel, je te laisse commencer. Ok, alors moi je suis Axel Pleyouste-Bror. J'évolue dans le milieu animaliste depuis 2014-2015. Et puis j'ai coécrit un livre qui s'appelle Solidarité animale, défaire la société spéciste, qui est paru en 2020 aux éditions La Découverte. Depuis maintenant presque 3 ans, je suis journaliste scientifique rémunérée à la Pige. Et je travaille sur des questions liées au bien-être, ce qu'on appelle le bien-être animal et la végétalisation de l'alimentation. Donc je travaille notamment pour Le Parisien, la rubrique Animaux du Parisien. Et puis je prépare actuellement un article, alors qui ne sera pas un article journalistique à proprement parler, mais qui paraîtra dans une revue québécoise qui s'appelle Possible, sur les questions de tout ce qui est disqualification sociale des personnes qui portent les revendications animalistes. Donc on peut appeler ça de la végéphobie, mais il y a aussi éventuellement d'autres façons d'en parler. Donc voilà, je suis très heureuse de discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup. Avant de continuer avec Thibaut, je veux juste m'assurer que les gens nous entendent bien. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Je veux un bonsoir en tout cas. Au pire, Thibaut continue et si les gens disent oui, nickel. Ah bah parfait, super, merci beaucoup. Oui, ok, trop bien. Merci à vous. Bah Thibaut, je t'en prie, tu peux te présenter alors. Ouais, bah du coup, bonsoir tout le monde, et du coup, merci Tom pour l'invitation. Donc moi, je suis Thibaut Arpinon, je suis doctorant en troisième année en économie, plus précisément économie comportementale et expérimentale. Donc je suis dans ma troisième année de thèse, je vais soutenir ma thèse donc le 4 juillet, donc pas encore soutenu comme tu l'avais mentionné, mais bientôt. Donc la thématique globale de ma thèse, initialement, c'était je travaillais sur les identités sociales qu'on prend du végétarisme et du véganisme. Mon sujet est un peu orienté, donc aujourd'hui, en fait, j'ai une thèse qui est coupée en deux parties. Donc, j'ai une thèse qui est une première partie qui est vraiment sur l'alimentation végétale, donc en économie, et une deuxième partie qui est plutôt sur des méthodes expérimentales, plutôt de la méthodologie. Et donc, dans ma première partie, donc c'est ce qui va plutôt intéresser ce soir, j'ai donc écrit deux papiers. Qui sont pas encore publiés, mais qui j'espère se le seront bientôt. Donc j'ai un papier qui est donc sur une campagne d'information sur les médecins sur l'alimentation végétale. Donc peut-être on aura un petit peu l'occasion d'en discuter tout à l'heure potentiellement, mais surtout en fait ce qui me rend un peu plausible pour parler du sujet de végéphobie, c'est que j'ai donc écrit un premier travail sur en fait la végéphobie et donc en essayant de mesurer le phénomène de végéphobie en économie. Donc il y a beaucoup de travaux en sociologie et en psychologie sur la végéphobie, peut-être on en discutera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais donc du coup moi j'applique la méthode économique d'économie expérimentale pour essayer de mesurer la végéphobie. Donc j'ai fait un long travail pendant mes 3 ans de thèse sur la végéphobie. Merci beaucoup. Bah justement, les travaux, on peut peut-être y venir dès maintenant. Est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est la végéphobie? Et je me tourne en premier vers toi, Thibaut, pour une définition peut-être telle qu'on la trouve dans les milieux académiques. Et Axel, si tu veux compléter avec la manière dont le terme va être employé peut-être plus dans les milieux animalistes euh, ou ailleurs, n'hésite pas à compléter ce que dit Thibaut. Ouais, donc du coup, de mon côté, donc, je pense qu'Axel aura peut-être une autre version, en tout cas dans la littérature. Alors, la littérature sur la végéphobie et donc la végéphobie, on va dire, dans un premier temps, ça part un peu dans tous les sens. Donc, déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a le terme, en fait, en anglais, il va y avoir le terme végéphobia et il va y avoir aussi le terme végaphobia. Donc, il y a déjà une petite différence dans la littérature entre ce qu'ils appellent végéphobie, donc qui va englober végétarien et vegan, une discrimination vers les végétariens et les véganes, et végaphobie, donc qui est plus envers les véganes. Euh,
pour moi, je pense que la meilleure définition, ça a été fait par Carrier en 2018. Donc, je vais juste la lire parce que je trouve que c'est le meilleur résumé à présent d'une vraie définition de la végéphobie. Donc, il définit ça comme en fait un néologisme formé par analogie avec le terme d'homophobie. Et en fait, il désigne l'ensemble des vexations subies par les végétariens, végétaliens et véganes. Et en fait, ce serait autant de discriminations qui seraient l'expression de l'ordre spéciste de la société, d'un mode de domination multiforme dont les premières victimes seraient les animaux exploités pour leur chair, leur peau ou leurs aptitudes physiques. Et donc, en fait, pour résumer un peu globalement cette définition, en fait, ça serait vraiment un phénomène de discrimination, la végéphobie, envers les végétariens et les véganes, donc des comportements négatifs envers les végétariens et les véganes, parce qu'ils ont une alimentation, ils suivent une alimentation végétale. Merci beaucoup, c'était très clair. Et donc, est-ce que tu as juste une idée de quand est-ce que le terme est né dans la littérature académique pour la première fois? Dans la littérature académique, je pense que le premier travail que j'ai retracé, encore une fois, je pense que c'est pas exhaustif, donc je pense qu'il y en a peut-être eu avant. Donc dans des ouvrages, il me semble avoir des ouvrages de 98-99 où ça commençait, des ouvrages commençaient à parler du terme. Mais donc le vrai travail, le vrai premier travail que moi j'ai pu observer, c'est un travail par des sociologues en Angleterre, donc c'était en 2011. Donc je dirais qu'officiellement le terme est sorti en 2011, et donc cette définition de Carrier que j'ai lue est donc de 2018. Ok, Axel, il me semble que dans les milieux militants, on parle depuis plus longtemps que ça de végéphobie, en tout cas au moins en France. Est-ce que tu veux compléter un peu ce que vient de dire Thibaut? Oui, alors il me semble que dans le milieu militant français, le terme de végéphobie il remonte à 2001. Là, je pense au manifeste de la Veggie Pride, la Veggie Pride étant un événement qui était en fait une marche festive de la fierté végétarienne des personnes qui étaient végétariennes pour les animaux, pour des raisons éthiques spécifiquement. Donc la fierté là je reprends les termes, les slogans, la fierté de ne pas participer au massacre de l'exploitation animale. Et donc ça, ce terme de végéphobie, on le trouve dans le manifeste de 2001. Et puis ensuite, il y a eu des brochures, enfin je pense notamment à une brochure qui fait bien 60 pages, je crois, sur la végéphobie qui, elle, est sortie, alors là j'ai un doute, mais il y a au moins 15 ans. Donc voilà, et puis au niveau de la définition que moi je reprends quand je parle de végéphobie et qui est en fait la définition de la Veggie Pride et de cette brochure, c'est vraiment, elle concerne vraiment les personnes qui sont végétariennes ou véganes pour les animaux et pas seulement les personnes qui ont ce régime alimentaire végétarien. Et je trouve que ça c'est assez crucial pour comprendre ensuite toute l'analyse politique et stratégique qui est bâtie autour du concept de végéphobie. Est-ce que Thibaut, c'est une distinction qui existe aussi un peu dans la littérature scientifique ou pas? Entre les personnes qui le sont pour les animaux et personnes généralement végétariennes ou véganes? Donc de tête là, je pense à un article, donc il y a notamment un article, il me semble que c'est en psychologie, qui montre qu'en fait donc les personnes qui sont végétariennes ou véganes et qui ont des motivations pour le bien-être animal sont jugées plus négativement que ceux qui ont des motivations de santé personnelle ou pour l'environnement. Donc ceux qui ont vraiment pour le bien-être animal. Donc il y a un petit peu cette distinction. Après, dans la définition pure, non, il n'y a pas vraiment de distinction. C'est vraiment juste le fait d'être végétarien ou vegan ou végétalien. Parce qu'en français, on a le terme végétalien. Hop, merci pour vos réponses. Est-ce que c'est un terme qui fait un peu débat, le terme végéphobie, à la fois dans le milieu scientifique ou dans le milieu militant? Peut-être qu'Axel, tu veux commencer ou comme vous voulez. Je vous laisse. Oui. Bah, juste pour revenir rapidement sur une définition préalable de la végéphobie, moi j'aime bien définir ça comme un climat, comme peut-être une culture partagée qui rend difficile, voire parfois impossible, le fait d'être en solidarité avec les autres animaux, à la fois en parole et en acte. Donc en acte, on voit bien tout ce qui est le fait de pouvoir se passer de produits issus de l'exploitation animale, mais il y a aussi des phénomènes, je pense, de censure ou d'auto-censure sur les raisons pour lesquelles on choisit de ne pas manger d'animaux, sur le fait d'en faire une affaire politique ou une affaire personnelle. Donc je pense que ça passe par un continuum de
de comportement, d'attitude, de pression peut-être aussi, de dissuasion, ou des phénomènes de moquerie, d'humiliation liés au fait de porter la cause animale. Et donc ça a des conséquences assez fortes sur les effectifs du mouvement animaliste et aussi sur la force politique du mouvement animaliste, sur sa capacité à porter des revendications ambitieuses, sa capacité à avoir des ressources, etc. Donc je pense que quand on parle de végéphobie, alors oui, c'est un terme assez controversé dans le milieu animaliste, effectivement on pourra y revenir. Mais moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir recours au terme de végéphobie pour décrire les phénomènes auxquels on a affaire. Je pense que c'est plus ou moins approprié de parler de végéphobie. Par exemple, la végéphobie médicale, dont on va sûrement reparler ensuite, je pense que c'est assez approprié de parler de végéphobie médicale de la même façon qu'on parle de grossophobie médicale, par exemple. Je trouve qu'il y a des parallèles assez intéressants qui marchent très bien à faire entre les deux. Par contre, il y a d'autres phénomènes que moi je mettrais dans la même catégorie, mais c'est peut-être contestable parce que j'ai peut-être tendance à avoir une définition très très large de ce que je mets dans ces histoires-là, de climat végéphobe. Mais par exemple, j'avais eu l'occasion de travailler sur un article pour Le Parisien sur le deuil des animaux de compagnie et une revendication du parti animaliste qui consistait à mettre en place des jours de congé pour le deuil de son animal de compagnie, de la même façon que dans la loi, dans le Code du travail, sont déjà prévus des jours de congé pour des parents proches de notre entourage. Et donc ça, c'était une revendication du parti animaliste et ça venait remuer énormément de choses parce que tu as d'un côté des gens pour qui c'est profondément ridicule de vouloir mettre en place un jour de congé pour un animal, pour faire le deuil de son animal, et de l'autre, il y a des personnes pour qui ça fait vraiment écho à toutes les émotions ressenties face à la mort d'un animal qu'on considère parfois comme un membre de sa famille, un ami, quelqu'un qu'on préfère à des membres de sa famille humaine parfois. Donc, je trouve que le fait que ça soit encore difficile de pouvoir assumer sans se prendre de moquerie les sentiments de deuil, de tristesse, de désespoir liés à la perte d'un animal dont on était proche, je pense que ça, intuitivement, je le mettrais dans le panel des phénomènes que j'associe à la végéphobie. Mais est-ce que végéphobie, c'est le meilleur mot pour décrire ça? Je ne suis pas sûre. Donc, voilà, sur ces questions de définition, moi j'aurais tendance à avoir une définition large, mais peut-être parce que ce qui m'intéresse avec ce débat sur la végéphobie, ce sont les effets sur le mouvement animaliste. Et du coup, je remarque des effets proches pour un tas de phénomènes qui ne portent pas le mot végéphobie. Merci beaucoup. Thibaut, tu veux soit ouais, compléter et peut-être nous dire si dans le milieu académique, c'est pareil, un terme un peu polémique ou pas tant que ça. Et peut-être Et, plus ouais. circoncis aussi, comme terme et comme définition dans le milieu académique. Donc, bah, je vais prêcher pour ma paroisse, mais donc moi, en économie, souvent, bah, c'est d'expérience personnelle, hein. Quand j'arrive en conférence en économie, et ça s'est encore passé jeudi et vendredi, j'étais en conférence d'économie expérimentale, quand les gens voient le titre de mon papier, souvent ça rigole ou les gens sont un peu intrigués. Là, j'avais mis par exemple ma présentation avant de présenter, puis quelqu'un est venu me voir et m'a dit mais qu'est-ce que c'est la végéphobie? Donc les gens sont vraiment très interpellés. Donc j'ai eu des réactions très négatives hein, en disant que bon, ça n'existait pas, que cette analogie avec le terme homophobie, bah, elle était ridicule. Voilà, j'ai eu beaucoup de réactions comme ça. Par contre, ce qu'Axel a soulevé, et c'est un point que je m'étais jamais posé, puisque on travaille beaucoup dans la langue anglaise, donc c'est peut-être pas la même chose, mais c'est vrai que le terme grossophobie, par exemple, fait beaucoup moins polémique par rapport au terme végéphobie et cette analogie en fait à l'homophobie. Donc c'est beaucoup moins problématique. En revanche, en général, quand je commence mes présentations et que j'explique ce que c'est la végéphobie, donc ce serait une discrimination envers les végétariens et les véganes, les gens sont enfin, beaucoup plus réceptifs. Donc
Je pense que le fond ne fait pas trop débat. Je pense que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a bien une discrimination envers les végétariens et les véganes. De toute façon, enfin, on le sait dans nos sociétés, dès qu'un groupe est minoritaire, il subit forcément des vexations et il est perçu négativement hein, quand il est minoritaire. Donc sur le terme, sur l'existence du phénomène, je pense qu'il n'y a pas trop de questions, même en économie, qui pourtant est un terme qui est jamais sorti en économie. Enfin, à ma connaissance, je suis le premier à l'étudier en économie. Donc le terme, je pense, fait un peu débat. Par contre, le fond de la question ne fait pas débat. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, on a des chercheurs, notamment en psychologie, et je pense à un chercheur qui s'appelle Rosenfeld, qui en psychologie fait énormément de travaux sur la viande, sur nos attitudes à la viande et surtout sur nos attitudes au végétarisme et au véganisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement montré que la végéphobie existe et qu'elle peut, bon, on en parlera après, je pense, mais elle peut être un frein à la transition vers l'alimentation végétale, en fait. Et donc je pense que le fond de la question est accepté. En revanche, le terme a un peu plus de mal à être accepté. Donc c'est un peu curieux de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va garder ce terme? Est-ce qu'on va changer de terme? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le terme, le terme est là et un peu il fait débat, quoi. Ok, c'est intéressant de voir que dans les deux cas, enfin si vous me corrigez si j'ai une bêtise, mais vous vous accordez à dire que le fond de la question est vraiment pas trop remis en question. C'est juste le terme qui peut poser souci, mais sinon, les gens ont l'air d'être d'accord pour dire que il y a des limitations euh, à ce que les gens deviennent végétariens ou des vexations, etc. Donc c'est ok. Euh, alors, ma première question, du coup, si on parle de la biphobie, si on l'étudie, c'est qu'on pense que c'est potentiellement un sujet qui mérite notre attention. Du coup, bah, pourquoi, selon vous, la végéphobie ou généralement un climat défavorable au végétarisme, au véganisme, si on, je pense que le terme pose problème, c'est un problème qui mérite notre attention. Ça a quelles conséquences pour vous, politiques et sur les mouvements qui prônent le végétarisme ou le végétalisme? Et intuitivement, voilà, on se dit que le principal problème, c'est avant tout que ça va limiter le nombre de gens qui peuvent se permettre d'avoir une alimentation végétale, qui vont oser franchir le pas, alors, avec tous les bénéfices qu'on connaît de l'alimentation végétale, pour l'environnement, évidemment, sur la question des animaux qui ne sont pas mis au monde pour être tués, etc. Donc, mais il y a peut-être d'autres aspects qui sont moins considérés. Donc, ouais, selon vous, pourquoi c'est important, c'est un sujet important, ou du moins qui mérite notre attention? Si tu veux, je peux commencer, Axel. Ouais. Bah, du coup, pour moi, dans le milieu académique, parce que je pense que Axel va plutôt répondre sur le mouvement animaliste, et je suis sûr qu'elle va nous égayer sur ça. Dans le milieu académique, aujourd'hui, c'est quand même largement accepté, même, bon, c'est encore un peu nouveau, hein, mais c'est quand même, ça devient de plus en plus accepté que ben, le végétarisme et le véganisme, ça résout beaucoup des externalités négatives de nos régimes alimentaires actuels avec la viande. Donc, comme tu l'as dit, Tom, hein, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler, l'alimentation végétale aujourd'hui, on a beaucoup d'évidences scientifiques qui montrent que c'est meilleur pour l'environnement, que réduire sa consommation de viande, voire transitionner vers une alimentation végétale complète, aurait des bénéfices assez importants pour l'environnement. Pour la santé aussi, hein, on pourrait éviter beaucoup de morts et on réduirait énormément les coûts sanitaires liés à la viande. Et bien sûr, il y a toute cette question du bien-être animal. Et donc aujourd'hui, la végéphobie, et notamment dans les travaux sur la végéphobie, la grande motivation, c'est de dire, bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rapportent ne pas transitionner vers une alimentation végétale complète, donc végétarisme, végétalisme ou véganisme, à cause par la peur du stigma social. Et donc il y a notamment un papier qui est assez connu, qui est assez décrié aussi, hein, mais qui est assez connu, donc de Markowski et Rosberg en 2018, où en fait, c'est deux scientifiques qui ont fait des focus group dans une fac américaine. Et en fait, elles ont demandé aux gens un peu leur perception sur l'alimentation végétale. Et en fait, elles ont remarqué quelque chose, qu'une réponse qui revenait souvent, c'était ah ben j'aimerais bien devenir végétarien ou vegan ou végétalien. Mais bon, par rapport à ma famille, je pense pas que ça pourrait le faire. J'aurais trop peur d'être stigmatisé. Il y en a qui rapportaient de la distanciation sociale, il y en a qui rapportaient avoir des amis végétariens et véganes qui avaient dû en fait se distancer d'autres amis parce que leur régime alimentaire est mis en cause, etc. Donc aujourd'hui, je pense que le terme de végéphobie, il est super important et super important d'arriver à délimiter un peu les effets de la végéphobie pour cette transition, en fait. Comment favoriser la transition vers l'alimentation végétale? Et aujourd'hui, en fait, la végéphobie, c'est sûrement un frein à l'alimentation végétale, un frein social à la transition vers des régimes alimentaires, entre guillemets, hein, plus vertueux.
Mmh. Ouais. Moi, effectivement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les conséquences sur le mouvement animaliste, et je pense que ça passe beaucoup par la dépolitisation de la question du végétarisme, du véganisme, etc. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes végé le sont forcément pour des raisons d'éthique animale, mais je suis persuadée que beaucoup de personnes qui ont des intuitions pro-animaux, qui ont de l'empathie envers les animaux et qui souhaitent se passer de produits issus de leur exploitation sont freinés, comme tu le disais, Thibaut, dans leur transition. Et ça a des conséquences directes sur les effectifs du mouvement animaliste et sur sa capacité à être efficace dans l'avancée de son agenda politique, etc. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez saillant, c'est que avec la végéphobie, on passe beaucoup de temps soit à se faire toute petite pour ne pas faire de chaque repas un moment de débat politique, parce que c'est épuisant de devoir se justifier constamment sur son régime alimentaire ou se prendre des moqueries, ce qu'on appelle des vexations, des remarques, etc. Euh, et, euh, et c'est autant de temps qu'on passe à s'excuser, se justifier, se défendre, et qu'on passe pas à agir efficacement pour les animaux. Et pour donner un exemple que j'ai souvent entendu, c'est qu'aux Estivales de la question animale, qui est un événement qui rassemble des animalistes chaque été depuis un peu plus de 20 ans pour discuter de stratégie, pour réseauter, etc. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire oh, ça fait vraiment du bien de pouvoir parler d'autre chose que de bouffe et de ne pas avoir à me justifier d'être végé, parce qu'en fait, aux estivales de la question animale, tous les repas sont véganes, c'est la norme. Et du coup, on peut effectivement parler d'autre chose que de bouffe, et c'est vécu vraiment comme un soulagement. On peut parler d'autre chose, et notamment de stratégie. Donc je pense que le fait de subir de la végéphobie au quotidien, ça détourne notre énergie vers des choses qui empêchent d'être efficaces dans la lutte contre l'exploitation animale. Et puis, je pense aussi qu'il y a un risque réel comme tu le disais Thibaut, soit de freiner la transition, soit de faire un retour en arrière, en fait, de rentrer dans le rang et de recommencer à manger des produits d'origine animale. Il y a pas mal de personnes qui sont véganes chez elles, dans le huis clos de leur foyer, où elles ne seront pas emmerdées par les remarques, mais qui vont être végétariennes à l'extérieur. Il y a des personnes qui recommencent à manger de la viande parce que la pression sociale ou le stigmate social est trop fort. Et puis, le risque aussi, c'est de ne plus parler des animaux et de faire de son végétarisme une question de choix personnel. On va dire qu'on est végé parce qu'on n'aime pas le goût de la viande, parce qu'on peut s'inventer des problèmes de santé pour qu'on nous laisse tranquille. Donc voilà, j'ai une amie qui me disait que elle est devenue végé très tôt quand elle était adolescente, mais pendant très longtemps, elle n'a pas dit que c'était pour des raisons de solidarité animale. Et c'est seulement en croisant la route d'une autre végétarienne qui, elle, disait frontalement et qui assumait le fait que c'était pour des raisons d'éthique animale que mon amie a pu elle aussi se dire qu'elle avait envie de pouvoir le dire librement. Donc je pense qu'il y a un enjeu aussi de créer du lien entre nous, d'être solidaires entre personnes végétariennes pour pouvoir faire front face aux attaques ou aux remarques incessantes des personnes qui trouvent ça ridicule ou qui trouvent ça trop politique ou qui réagissent par des remarques désagréables. Donc ça, c'est le côté des conséquences politiques, mais je voudrais aussi quand même souligner la question des conséquences psychologiques pour les animalistes. Et à ce sujet, il y a un concept qui a été proposé par une psychologue en 2017, une psychologue qui s'appelle Claire Mann, qui parle de vystopie. Je ne sais pas si Thibaut ou Tom, vous avez déjà entendu ce concept.
En fait, ça désigne ce que ressentent les végés et les véganes du fait de vivre dans un monde qui est profondément spéciste et qui est profondément indifférent au sort des animaux du fait de l'exploitation animale. Et du coup, au premier choc de la découverte de l'ampleur de la souffrance animale quand on devient animaliste ou végé, vegan, vient s'ajouter aussi une sorte de traumatisme de constater que eh bien, les gens qui nous entourent, notre entourage, la société, ne semblent pas prendre vraiment la mesure du problème de l'exploitation animale. Donc c'est ce décalage entre nous, ce qu'on a compris ou ce qu'on voit au quotidien, et le climat ou la culture carniste, spéciste dans lequel on vit malgré tout, qui crée parfois un vrai malaise et une vraie détresse chez les personnes végé véganes, en tout cas qui le sont pour des raisons d'éthique animale. Donc il peut y avoir des conséquences psychologiques, de mal-être, peut-être d'isolement, qui fait que c'est difficile d'être végé dans une société carniste ou d'être animaliste dans une société spéciste. Et puis aussi tous les risques et les effets sur le milieu animaliste en termes de dépolitisation, de baisse des effectifs, ou alors de difficulté à formuler des revendications et des campagnes qui pourtant vont de soi quand on est antispéciste, mais on est tellement influencé par une culture où le suprémacisme humain est évident que ça nous prend des années parfois, et ça nous prend des lieux de non-mixité antispécistes pour réussir à formuler des revendications ambitieuses. Et là, je pense en particulier à la revendication de l'abolition de la viande, qui est une revendication qui commence à dater. Enfin, ça a été formulé justement dans le cadre des estivales de la question animale, peut-être autour de 2010, ou peut-être même avant. Et parmi les personnes qui étaient aux estivales à ce moment-là, ce qui revenait vraiment, c'est que c'est parce qu'on avait eu un moment entre animalistes, un peu en dehors du climat végéphobe ambiant, que cette revendication qui semble la base, l'abolition de la viande, avait pu émerger finalement. Et donc voilà, tout ce qui est solidarité entre personnes végétariennes pour briser l'isolement et puis construire et renforcer sa conscience politique animaliste, avoir des lieux pour réfléchir de stratégie et pouvoir parler d'autre chose que de se justifier autour de notre non-consommation de produits d'origine animale. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un autre point qui me vient en tête, on en reviendra plus en détail tout à l'heure, c'est la question du retard du diagnostic médical à cause de la végéphobie. Typiquement, des médecins non formés ou un peu antipathiques vis-à-vis du végétarisme ou végétalisme vont mettre sur le dos du végétarisme des problèmes et donc vont pas chercher à faire plus de diagnostics, ce qui peut aboutir à une situation qui empire ou du coup un mauvais diagnostic. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus que je raconterai tout à l'heure. Mais ouais, je pense que c'est aussi un enjeu peut-être médical dans une moindre mesure aussi, qu'on peut évoquer. Enfin, vous êtes d'accord ou c'est moi qui, qui, Si je, si je peux juste rebondir juste sur ce que Axel disait, parce que je pense qu'il y Ouais. a un point qui est super important. En fait, pourquoi est-ce que la végiphobie aussi, ça mérite notre attention? Par exemple, d'un point de vue scientifique, je pense que c'est super important parce que avec de l'évidence scientifique, tu peux aussi avoir un impact en termes de politique publique. Donc, ce qui va être important sur la végéphobie, le mouvement animaliste, le mouvement, ce on pourrait appeler végétarisme, du véganisme, va dénoncer en fait cette discrimination qu'ils subissent. Mais ce qui est important aussi dans les travaux scientifiques, c'est d'arriver à le démontrer. Parce qu'une fois que c'est démontré, ensuite on peut amener ça à des pouvoirs publics et on peut essayer de réduire en fait l'écart. En fait, la discrimination, c'est quoi? C'est un écart entre deux groupes. En fait, c'est un biais de groupe entre deux groupes. Et en fait, de fait d'amener ça au pouvoir public, de dire voilà, ce phénomène il existe, il mérite une attention. On peut après agir à grande échelle en essayant de réduire l'écart entre les deux groupes. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes et véganes. Dans les chiffres, dans l'évolution, on le voit, même si c'est assez difficile à mesurer, on le voit. Il y a un intérêt croissant pour le végétarisme et le véganisme. Et donc, en fait,
englobe de plus en plus de personnes qui se sentent discriminées. Et donc amener ça au pouvoir public en disant, bah voilà, il y a des personnes qui se sentent discriminées, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire l'écart entre les deux groupes? Ça va jouer énormément. Donc c'est pour ça que je pense que la végéphobie mérite une attention. Si on veut garder un climat sain chez les personnes qui adoptent une alimentation végétarienne ou végane, il faut aussi que les pouvoirs publics, quelque chose de plus fort, s'impliquent pour réduire cet écart. Bah justement, peut-être qu'on peut passer à la question de comment mesurer la végéphobie, comment attester qu'elle existe. Thibaut, tu as dit tout à l'heure que parfois les gens viennent te voir en disant bah non, ça n'existe pas, etc. Je pense aussi que parfois dans certains milieux, on peut y avoir une négation de la végéphobie parce qu'on le perçoit comme une sorte d'équivalence avec l'homophobie et de dire bah en fait les vexations subies par les végétariens, véganes sont pas du tout au niveau de celles subies par les personnes qui sont pas cisgenres hétérosexuels. Et donc en soi, comme cette équivalence n'existe pas et qu'elle concerne des vexations bien moins grandes, euh, bah, les phobie n'existent pas ou bien même en fait dans les discours on va dire les moins charitables, ça devient une sorte de véganes qui veulent se persuader qu'ils sont persécutés et donc qui mettent ça en avant alors que ça se passe dans leur tête, quoi. Donc comment on atteste de l'existence de la végéphobie? Peut-être qu'on peut donner des exemples aussi de euh, bah, de ouais, d'exemples de comment la végéphobie se manifeste au quotidien de plusieurs manières, quand je sais pas dans les repas à la cantine ou en famille ou quoi que ce soit. Et comment on va attester qu'elle existe et on peut la mesurer. Euh, Peut-être Axel, on peut commencer par toi et Thibaut fera pas que t'hésites à parler de ton papier tout après. Oui, juste avant de répondre à la question, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Thibaut, aussi sur le monde de la recherche, etc. Alors, je ne sais pas si c'est exactement dans la continuité, mais ça m'a fait penser au fait que j'avais interrogé un chercheur, un biologiste qui travaille sur la question des abeilles, un spécialiste du comportement des abeilles qui s'appelle Lars Schipka. Et en fait, je préparais un article sur la question de la souffrance des insectes. Et en fait, lors de mon entretien, il m'a dit à quel point, effectivement, c'était un champ de recherche un sujet, un domaine d'investigation scientifique très très récent, la question de la sentience des insectes. Est-ce que les insectes peuvent souffrir ou pas? Est-ce qu'ils ressentent des émotions? Et il me disait qu'une des raisons pour lesquelles c'était si tardif, c'était vraiment le fait que c'était perçu comme ridicule de se poser la question de est-ce que les invertébrés sont capables de ressentir des émotions, de la souffrance. Et selon lui, c'était vraiment un fait qui avait freiné l'avancée de la recherche scientifique et des connaissances scientifiques sur cette question-là, qui pourtant a des implications morales, politiques absolument considérables. Donc, alors, est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que c'est une conséquence d'une forme de végéphobie ambiante, ce stigmate du ridicule, y compris dans le choix des sujets de recherche en milieu académique? En tout cas, voilà, ça m'a fait penser à ça. Du coup, rappelle-moi la question, Tom. Alors, juste Axel, si je peux rebondir sur ça, désolé, parce que je trouve que c'est super intéressant. En fait, le monde scientifique a une énorme tendance à rejeter en fait, toute idée nouvelle. En fait, jusqu'à un certain point où une idée, elle est plus rejetable, en fait. Donc, le monde scientifique, on arrive avec une idée, on dit, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Et tout le monde va dire c'est ridicule. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, il y a une accumulation d'évidence. Et en fait, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus rejeter cette évidence. Et donc, en ce moment, c'est un autre sujet complètement différent, mais en ce moment, il y a beaucoup de débats en archéologie. Il y a des gens qui essayent de réécrire l'histoire avec les civilisations. Parce qu'en fait, il commence à y avoir une accumulation d'évidence qui montre qu'en fait, on n'aurait peut-être pas la bonne histoire de la planète. Bah, je pense qu'aujourd'hui, le débat sur la question animale et sur la végéphobie, on en est là. C'est-à-dire que quand je commence mes présentations, et c'est un exemple personnel, mais souvent, les gens sont un peu intrigués, disent, bon, la végéphobie, c'est quoi? Et je présente un slide où il y a 20 papiers qui ont étudié la végéphobie et qui montrent 20 formes de végéphobie différentes. En fait, les gens ne peuvent plus rejeter cette idée. Et donc, je pense que sur la sentience des insectes, ça va être la même chose. En fait, on est quelque chose de hyper nouveau qui est un peu ridiculisé. Et je pense que ce terme végéphobie, bon, il y a toujours ce problème entre l'analogie avec homophobie, mais je pense qu'aujourd'hui, le terme il est un peu moins décrié. Même moi, je le vois par rapport à quand j'ai débuté ma thèse, parce qu'en fait, il y a une accumulation d'évidence scientifique. Et donc, je pense qu'à un moment, on va arriver à un tel point d'évidence scientifique
que bah, les gens vont dire bon bah oui, le phénomène de végéphobie il existe quoi. Donc je pense que ouais, ça va venir vraiment de cette accumulation d'évidence qui à un moment les gens ne pourront plus rejeter la végéphobie, ne pourront plus rejeter la sentience des animaux, etc. Hmm. Ouais, et il me semble que la question c'était sur comment mesurer la végéphobie, c'est bien Ouais, ça? en fait, comment on a attesté qu'elle existe? En gros, quelles sont les preuves que c'est un concept qui sort pas de nos têtes pour se faire mousser? Et est-ce qu'on a des exemples aussi qu'on peut donner pour les personnes à qui ça semblerait un peu étrange parce qu'ils disent ah mais t'as jamais été viré de ton appart à cause de ton végétarisme ou je sais pas quoi, comprendre à quoi ça peut ressembler aussi avec ouais peut-être plus des exemples plus anecdotiques mais qui va illustrer ce qu'on dit en général. Ça, c'est une super question et ça fait écho à ce que tu viens de dire, Thibaut, sur le fait d'être capable d'accumuler des évidences, des faits, des chiffres, des preuves sur un phénomène pour pouvoir l'objectiver, le faire exister aussi dans le débat public, que ça motive des décisions politiques, etc. Moi, il y a une piste que je trouve très intéressante, c'est une idée qui a été lancée par Mathaï Souchon, donc il y a un militant antispéciste français qui évoque la création d'un observatoire de la végéphobie, qui serait un organisme qui produirait des rapports annuels éventuellement, qui permettrait justement d'objectiver le phénomène, d'avoir des chiffres, des témoignages par catégorie, donc végéphobie médicale, végéphobie en milieu scolaire, végéphobie dans le cadre professionnel, végéphobie d'État ou que sais-je encore. En tout cas, ça permettrait à la fois de mieux cerner ce dont on parle, d'avoir des exemples, mieux cerner en fait de ce dont on parle, et puis peut-être aussi pouvoir faire des campagnes. Moi, c'est une idée que je trouve intéressante et que j'aimerais beaucoup voir appliquer, c'est des campagnes de sensibilisation pour contrer le stigmate, pour contrer la dévalorisation des personnes qui choisissent d'être végétariennes ou animalistes. On peut imaginer des campagnes d'affichage ou des campagnes sur les réseaux sociaux en tout cas des messages à diffuser avec par exemple des personnes qui affirmeraient qu'elles sont fières d'être végétariennes pour les animaux. Je ne sais pas à quel point on est prêt. Enfin, voilà, moi, c'est une idée que je trouve intéressante, d'autant plus, et ça, c'est un point que je trouve crucial quand on parle de végéphobie, c'est que les militants, militantes antispécistes, les personnes qui font partie du milieu animaliste, je pense qu'elles ne sont pas représentatives en termes d'expérience vécue de la végéphobie. Parce que quand on est déjà militante, quand on est végé depuis longtemps, quand on a dans son entourage des personnes qui ont été exposées à des arguments animalistes et qui peut-être sont elles-mêmes végétariennes, eh bien, on n'est pas dans des configurations sociales qui font qu'on va se prendre de l'animosité ou du rejet vis-à-vis de nos convictions. Je pense que les personnes qui se prennent le plus de végéphobie sont des personnes qu'on n'a jamais vues dans les milieux militants, qui sont isolées, qui peut-être ne sont pas représentatives de la démographie, de la sociologie du mouvement animaliste, qui est quand même jeune, urbaine, féminisée, plutôt de gauche, il me semble, et puis éduquée, etc. Donc, si on prend l'inverse de ce prototype démographique, eh ben, ce sont des personnes qu'on verra jamais aux estivales de la question animale, qui peut-être n'ont jamais été exposées à des arguments en faveur des animaux, qui peut-être peuvent moins facilement se défendre quand elles sont sujettes à de la végéphobie. Je sais pas, des personnes en milieu rural qui ont un entourage qui dépend de l'élevage comme activité économique, et peut-être des milieux où on parle beaucoup plus d'agribashing que de végéphobie. Et dans ce contexte-là, je pense qu'effectivement, la pression sociale peut être tellement grande que finalement, les personnes ne sont même pas végétariennes, elles vivent tellement de végéphobie qu'elles ne peuvent même pas devenir végétariennes. Donc ça, je trouve ça vraiment crucial quand on pense à des façons de lutter contre la végéphobie, ne pas partir de son expérience à soi, mais justement essayer de mieux comprendre le phénomène en dehors de nos expériences personnelles,
Et pour ça, donc, avoir un observatoire de la végéphobie ou d'autres modèles, hein, ça peut passer par d'autres formes, mais mieux comprendre le phénomène et puis construire des campagnes qui permettraient de lutter efficacement contre ça. À voir aussi à quel point c'est une priorité pour le milieu animaliste ou pas, parce que le milieu animaliste a des ressources limitées et a beaucoup de choses beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de campagnes à mener. Donc là, je ne me positionne pas sur à quel point la lutte contre la végéphobie avec cet observatoire ou ces campagnes de sensibilisation serait prioritaire par rapport à d'autres. En tout cas, je trouve que c'est une idée très intéressante et qui, il me semble, a été peu explorée, peu expérimentée jusqu'ici. Avant que Thibaut n'enchaîne, je rappelle juste aux personnes dans le chat qui peuvent poser des questions et on essaiera de les aborder soit à la fin, soit si ça s'y prête pendant une des questions que je pose. Voilà, c'est tout. Thibaut, je te laisse reprendre. T'as besoin Ouais. de questions de base ou pas, Thibaut? Ouais, et déjà, j'espère que, désolé parce que tout à l'heure je t'ai coupé parce que tu pensais que c'était important de parler des politiques publiques, mais j'espère qu'on reviendra aussi sur la question des médecins, parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à Oui, dire sur ça. on en parlera après. Du coup, donc pour ma part, je vais avoir une approche un peu différente, mais en fait, aujourd'hui, la végéphobie, donc les travaux qui mesurent la végéphobie, donc je le disais au début, ça va principalement être en psychologie et en sociologie. Je suis pas au courant d'autres disciplines, mais si les gens dans le chat, bien sûr, ont des ressources, bien sûr, je suis preneur parce que c'est difficile d'arriver à tout baliser. Donc ouais, donc aujourd'hui, l'évidence sur la végéphobie, elle est principalement en sociologie et en psychologie. Et on va dire qu'il y a deux grands courants. Donc, il y a un premier courant qui mesure en fait ce que moi je vais appeler la végéphobie perçue. Donc, c'est la manière dont les végétariens et les véganes se sentent perçus. Et en fait, c'est eux qui rapportent subir une discrimination. Donc là, il y a pas mal de papiers. C'est assez simple. Hein, on va dire l'évidence scientifique se rejoint parce que en fait, c'est juste du déclaratif. C'est-à-dire que les gens se déclarent subir plus de vexations à cause de leur régime alimentaire. Ensuite, il y a un autre champ, et je pense que c'est là que c'est plus intéressant, qui s'attache à mesurer un peu la végéphobie de différentes manières. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a un papier assez connu en 2011 qui en fait s'est attaché à regarder dans les journaux anglais les termes négatifs associés au végétarisme et au véganisme, pardon. Et en fait, ils ont balayé plusieurs journaux et ils ont regardé combien de fois le véganisme en fait était entre guillemets moqué dans les journaux. Donc ça, c'est déjà une première forme. Ensuite, on a aussi des papiers qui montrent que, par exemple, les gens associent des discours négatifs quand ils sont présentés avec le terme véganisme et végétarisme. Donc, ils associent beaucoup plus facilement un terme négatif, une phrase négative, quand ils sont présentés avec le terme végétarisme et véganisme. Ensuite, la végéphobie, on peut aussi le voir par plusieurs autres formes. Donc, il y a notamment, par exemple, quelque chose qui est sur la végéphobie, qui n'est pas directement relié, mais qui en fait, si on y réfléchit, c'est notamment le manque d'informations sur l'alimentation végétale. En fait, c'est une forme de végéphobie puisque les gens n'ont pas accès à de l'information sur l'alimentation végétale. Donc, heureusement, je trouve, ces dernières années, ça se démocratise, mais les gens n'ont pas accès à l'information sur les bienfaits, par exemple, de l'alimentation végétale, comment passer à une alimentation végétale. Donc, ça peut aussi être perçu comme une forme de végéphobie. Ensuite aussi, dans la littérature, ça va plutôt être en psychologie, il y a des facteurs en fait individuels qui sont associés à de la végéphobie, notamment l'association des personnes avec une forme de masculinisme plus forte et donc des idéaux plus à droite sont souvent associés à des attitudes plus négatives envers les végétariens et les véganes, donc plus de végéphobie. Ensuite, il y a aussi, notamment en psychologie, encore une fois, des gens qui rapportent se sentir inconfortable, donc se sentir mal quand ils sont présentés avec des termes moraux associés au végétarisme, au véganisme. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher à la question du bien-être animal. Donc quand on les présente avec tuer des animaux, c'est pas bien, il faudrait devenir végétarien et vegan, ils rapportent se sentir en fait une situation inconfortable et en fait, ça peut aussi être relié à ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Donc, c'est qu'en fait, quand nos actions sont en désaccord avec nos croyances. Donc, je mange de la viande, mais je sais qu'au fond, manger de la viande, c'est pas bien pour les animaux, puisqu'en fait, on tue des animaux. Donc, il y a cette souffrance animale. Donc, ça, c'est vraiment la dissonance cognitive. Et en fait, la dissonance cognitive, elle peut aussi, et donc ça a été montré dans des papiers notamment de Rose Gerber, qui montrent que les gens qui émettent plus de dissonance cognitive ont des attitudes plus négatives envers les végétariens et les véganes. Donc quand ils sont dans cette situation d'inconfort, que leurs croyances sont mises
face à face avec leurs actions, ils ont des attitudes plus négatives envers les végétariens et les véganes. Et enfin, il y a la dernière chose qui va être reliée à cette idée souvent de masculinité, c'est en fait, je suis attaché à manger de la viande et donc je veux pas perdre mon droit de manger de la viande. À manger de la viande, c'est mon identité, donc c'est pour ça que c'est souvent relié donc, à cette identité très masculine. Donc manger de la viande, c'est mon identité, je veux pas perdre ça. Et donc, je vais contrer tout ce qui va à l'encontre, tout ce qui pourrait me faire perdre cette liberté, cette identité. Donc voilà un peu, ça, c'est les manières de mesurer la végéphobie. Et donc ensuite, Tom, tout à l'heure, tu voulais que je parle un peu de mon papier. Donc moi, j'ai une approche plutôt économique. En fait, donc, dans une approche d'économie expérimentale, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va pas mesurer des intentions ou des déclarations des gens, on va essayer de mesurer en fait des comportements. Donc en fait, on va associer un comportement avec de l'argent. Et donc, en fait, j'ai mené une expérience économique sur des participants américains. C'était par souci de simplicité pour avoir accès à un panel de personnes sur des Américains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai matchés avec des personnes végétariennes et véganes et omnivores. Et en fait, j'ai comparé les allocations de budget. En fait, regardez si les gens donnaient moins d'argent aux végétariens et aux véganes par rapport aux omnivores. Donc en fait, c'est des techniques assez classiques en économie expérimentale, hein. On a des mesures, on a des manières en fait entre guillemets de mesurer la discrimination, et notamment la discrimination vers l'identité sociale. Donc ici, on dit que le végétarisme et le véganisme c'est une identité sociale, et il y a beaucoup de travaux qui le montrent. Et donc voilà ce que j'ai un peu fait dans mon papier. Donc malheureusement ou non, hein, parce que c'est le jeu de la science de montrer des choses dans un environnement économique. Il n'y a en fait aucun signe de végéphobie. Donc les gens ne changent pas leur préférence d'allocation d'argent, entre guillemets, peu importe qu'ils soient matchés avec un végétarien, un vegan ou un omnivore. Et donc, en fait, dans cet environnement économique, les végétariens et les véganes ne s'attendent pas à être discriminés. Donc, ils ne s'attendent pas à recevoir moins d'argent. Donc, ça, c'est des résultats assez intéressants parce qu'en fait, les outils économiques ne permettent pas de capter la végéphobie. En revanche, je ne sais pas si, Tom, je peux partager mon écran ou pas. Je pense que tu peux normalement. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? J'ai l'écran. Tac. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on voit tes slides. Ok, Enfin, une super. slide. Donc ça, c'est juste une petite mesure que j'avais récupérée en fait dans mon expérience. Donc en fait, dans mon expérience, à la fin de l'expérience, donc les personnes que j'ai recrutées étaient donc omnivores ou végétariennes ou véganes. Et donc en fait, elles ont dû rapporter sur 10 items à quelle fréquence elles se sentaient discriminées à cause de leur choix alimentaire. Donc ces items, si je pouvais prendre un exemple, ça serait par exemple dans un restaurant, j'ai été moins bien servi par les serveurs à cause de mon identité, à cause de mes choix alimentaires. Et donc, en fait, ce que vous avez donc, sur cette échelle, c'est ici le score moyen à cette échelle. Donc, le score va de 0 Hmm. à 1. Et donc, ici, on a dans un violet clair des personnes qui sont omnivores, en violet un peu plus foncé, les personnes végétariennes, et en violet foncé, les personnes véganes. Donc, en fait, ici, plus mon score est élevé sur l'échelle, plus je rapporte subir des discriminations à une fréquence élevée à cause de mes choix alimentaires. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les omnivores et les végétariens. Donc, eux ne rapportent pas subir plus de vexations à cause de leur choix alimentaire. En revanche, les véganes, eux, rapportent subir de manière significative plus de vexations dues à leur choix alimentaire. Donc ça, c'était une mesure déclarée, hein, donc il n'y avait pas d'argent en jeu, c'était vraiment, voilà, est-ce que dans ces situations, est-ce que vous avez expérimenté de la discrimination? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les véganes, eux, rapportent une plus grande discrimination. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de dichotomie entre les résultats en économie, avec de l'argent en jeu, il n'y a pas de discrimination. En revanche, cette végéphobie dont on parle, elle est quand même perçue. Elle est perçue par les véganes. Donc ici un peu la conclusion, je terminerai sur ça, la conclusion de mon papier, c'est de dire que peut-être aujourd'hui les outils économiques ne permettent pas de venir capter la discrimination envers les végétariens et les véganes, et que je pense qu'on pourra après peut-être rebondir sur ça, Tom, c'est toi qui dirige, mais du coup, est-ce que
l'identité qu'on dérive du végétarisme et du véganisme, est-ce que c'est une identité sociale qui est la même que d'autres identités sociales qui sont par exemple inhérentes, hein, donc par exemple le fait d'appartenir à la communauté LGBT, donc qui est inhérent, ou par rapport à des identités choisies. Donc ici, le végétarisme et le véganisme, c'est des identités choisies. Je choisis d'être végétarien ou vegan, même si la question est débattable, qui sont par exemple des identités choisies comme par exemple les bords politiques. Donc ici, toute l'idée, c'est un peu de dire, est-ce que les mécanismes derrière l'identité végétarienne et végane, comment les mesurer, comment améliorer cette mesure. Mais bon, vraiment, la conclusion ici, c'est de dire que les véganes perçoivent plus de discrimination dans leur quotidien. Merci beaucoup, Thibaut. Je pense qu'on abordera en effet ces questions un peu plus tard. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que le fait que les véganes et végétariens, dans ton expérience, ne pensaient pas qu'ils seraient discriminés là-dessus, finalement, ça montre qu'ils sont peut-être, enfin, qu'on peut faire confiance aux déclaratifs, parce qu'en effet, quand il n'y a pas de discrimination, enfin, ils pensent pas qu'ils vont l'être. Et à l'inverse, quand ils disent qu'ils le sont, on peut du coup plus se dire qu'en effet, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si par exemple ils avaient crié au loup et que toi t'avais trouvé zéro discrimination, ça aurait peut-être remis en cause la question de est-ce que c'est pas juste une sorte de sentiment individuel qui est un peu biaisé, mais le fait qu'ils s'attendaient pas à discriminer et qu'ils l'ont pas été, bah, je me dis, bah, j'ai plus confiance quand ils disent qu'ils se sentent discriminés ensuite. Je sais pas si, ouais. Ouais, totalement. Après, bon, je pense que aujourd'hui, mon travail, hein, il est en économie, donc c'est une manière de le mesurer, encore une fois, hein, et c'est j'ai essayé de mesurer d'une manière. Ce qui serait intéressant, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est d'accumuler plus d'évidence. Mais en tout cas, enfin, je trouve que ce résultat, oui, il est intéressant puisque les véganes rapportent quand même subir de la discrimination, quoi. Donc ouais, c'est à voir comment les travaux vont évoluer. J'espère que d'autres personnes s'essaieront à mesurer la végéphobie en économie. Ce serait intéressant de voir, d'étudier un peu ces mécanismes qui sont inhérents à l'alimentation végétale et à l'identité qu'on tire du végétarisme et du véganisme. Ensuite, je voulais vous demander, d'après vous, enfin, et d'après la littérature, qui sont un peu les principales victimes de la végéphobie. Et je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Thibaut t'évoquais aussi qui sont en fait les personnes qui auraient une attitude plus végéphobe. Donc tu disais les gens plutôt 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 hommes, c'est une forme de virilité, etc. Il n'y a pas d'ailleurs des études qui montrent qu'il y a une corrélation sur l'échelle de la domination entre l'attitude spéciste et l'attitude sexiste et raciste, etc. en psycho? Ça te Si, parle ou total. pas? Ouais, Ok. totalement. Tu peux expliquer peut-être détailler vite fait avec des meilleurs mots que les miens? Ouais, totalement. Donc, dans les papiers, donc il y a souvent une mesure qui revient qui s'appelle la domination sociale, qui est une mesure en fait de à quel point les gens sont d'accord pour qu'un groupe dans la société domine tous les autres. Et donc souvent en fait ça c'est associé à des attitudes plus végéphobes. Donc souvent les gens qui ont des scores plus élevés sur cette échelle de domination, c'est-à-dire qu'ils aiment qu'un groupe, pour eux ils considèrent qu'un groupe domine dans la société, c'est normal que c'est la nature humaine, etc. Ça, c'est souvent associé à des caractéristiques plus végéphobes, hein, donc les gens sont plus végéphobes. Il y a des études en psychologie qui font des corrélations. Ce qui est intéressant aussi, tu disais, ça c'est souvent associé aussi à des formes de masculinité plus élevées. Plus je m'associe à avoir une identité masculine importante, avoir les stéréotypes de la masculinité très importants, ça c'est associé aussi à des attitudes plus végéphobes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la dernière dimension qui est souvent prise en compte, c'est l'association à l'identité vraiment de droite. Donc plus je, je considère que je suis à droite sur une échelle gauche-droite politique, plus je vais m'associer à des attitudes végéphobes. Et enfin, juste pour terminer sur la masculinité, il y a un papier de Rosenfeld qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est super intéressant, où en fait il a étudié cette question de masculinité et en fait il s'est rendu compte que souvent l'adoption du végétarisme et du véganisme est en fait associé à des formes de masculinité beaucoup plus modernes, ce qu'il appelle de la masculinité beaucoup plus moderne, c'est-à-dire que je suis un être, un homme masculin. En revanche, je ne m'associe pas avec la masculinité qu'on pourrait dire ancestrale, entre guillemets, les Barbuck valeurs. football. Pardon? La masculinité barbuck football. Voilà, un peu. Donc souvent, il associe, en fait, il s'est rendu compte dans une étude qu'il y a une association Hmm. entre les nouvelles formes de masculinité et des attitudes plus pro-végétariennes, plus pro-véganes, et notamment une réduction de la consommation de viande, en fait. Merci beaucoup Thibaut. Axel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur
les personnes qui subissent le végétarisme, la végéphobie, pardon, et les personnes qui peuvent la perpétuer davantage? Oui, alors très certainement qu'on manque d'études sociologiques pour mieux cerner cette question-là, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un gros besoin de décentrement vis-à-vis de sa propre expérience de la végéphobie quand on essaye de comprendre qui vit de la végéphobie et sous quelle forme. Et notamment comprendre que prendre position pour les animaux, avoir des attitudes et des comportements pro-animaux, c'est plus ou moins facile en fonction d'un certain nombre d'appartenances sociales qui nous est propre. Et notamment, je pense que le fait d'être mineur ou de dépendre de tuteurs, de dépendre de ce qu'on appelle l'autorité parentale, ou alors le fait d'être enfermé en institution, je pense aux hôpitaux, à la prison, aux hôpitaux psychiatriques, etc. Tout ça, ça rend difficile. Là, il y a une forme d'intersectionnalité avec le fait de ne pas pouvoir choisir librement ses conditions de vie, son alimentation. Et puis, ça dépend aussi là, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on connaît d'autres VG ou pas, si on est isolé, Hmm. si on est entouré par d'autres personnes végétariennes, végétaliennes. Donc il y a cette dimension-là. Et puis sur la dimension genrée, alors c'est bien connu que l'alimentation est une question très genrée, et notamment sur la consommation de viande. Et là, on n'a pas encore parlé d'une insulte qu'on trouve en anglais, qui je trouve est très éclairante sur ces questions-là, qui est soy boy. Soy boy qu'on peut traduire par homme soja, qui est une Qu'on voit aussi insulte. parfois un homme soja. Je les ai eu plusieurs fois utilisés en français. Le mot homme soja, Ouais, l'insulte. y compris à mon égard. Ah oui, la version traduite, je ne l'ai pas souvent vue, mais en tout cas, ça sonne tout aussi mal en anglais qu'en français. Mais donc vraiment cette idée que euh, être un homme avec des convictions libérales en termes de pro-féminisme, pro-animaux, etc., c'est profondément méprisable et c'est associé au fait d'être fragile, d'être trop sensible, d'être dévirilisé, de pas être un vrai homme, ce genre de choses. Donc ça incarne bien le côté, enfin, une dimension de la végéphobie liée à l'identité sociale. Et c'est intéressant parce que dans les productions animalistes, on peut voir des tentatives de récupérer, de se réapproprier de façon positive le stigmate de la personne fragile et d'assumer le fait que oui, nous sommes très sensibles vis-à-vis du sort des animaux, qu'on est très triste et qu'on a des émotions comme ça de sensiblerie ou de sensibilité à l'égard du sort réservé aux animaux. Et bon, il y aurait plusieurs exemples, mais notamment, moi, il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Bambi à froid, qui a été écrit par David Olivier et qui est en fait une réponse à la fédération anarchiste qui avait eu des positions antispécistes et qui remettait en avant cette idée d'exceptionnalisme humain, de liberté humaine, etc. Et donc David Olivier fait une réponse à ça et dans le texte, il y a tout un passage sur le fait que oui, les VG pleurent pour le sort de Bambi et que ce n'est pas une honte, c'est une fierté et qu'il y a quelque chose de politiquement très important à se soucier du sort des animaux, même si les animaux ont un statut de subalterne dans notre société. Donc il y a cette dimension-là que je trouve assez intéressante. Euh, voilà, j'aurais d'autres choses à dire, mais qui, je pense, concerneraient d'autres questions. Merci Juste, beaucoup. je peux rebondir sur un dernier truc. Ouais, Euh, je voulais juste Vas-y, pardon. rajouter une petite précision. Aussi, le terme soy boy, il vient de l'idée fausse que les phytoestrogènes dans le soja féminiseraient les gens qui mangeraient trop de soja. Et en fait, du coup, c'est non seulement comment dire, une insulte, mais c'est aussi un peu de la pseudo-science qui contribue à maintenir une idée qu'on sait maintenant fausse. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser sur le terme soy boy.
Ouais, pardon, Tom. Ouais, quelque chose que je voulais aussi préciser juste sur un peu les mécanismes qui entourent la végéphobie. Quelque chose qui est vachement intéressant. Donc, je vais juste corriger ce que j'ai dit au tout début. Je me suis planté sur, en fait, sur les motivations du végétarisme et du véganisme, en fait, sont jugées différemment. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose sur le terme végéphobie qui est assez intéressant. C'est un peu cet aspect de moralité, en fait. Donc, en fait, il y a un papier de 2017 de McNish et Hudson qui dit en fait que les végétariens et les véganes qui donc disent être végétariens ou véganes comme un choix pro-social, donc c'est-à-dire pour l'environnement ou pour les animaux. Donc j'essaye de contribuer à la société en sauvant des animaux ou en aidant l'environnement. Ils sont jugés plus négativement que ceux qui le font pour une raison personnelle, c'est-à-dire pour leur santé personnelle. Et eux, en fait, en anglais, hein, ils appellent ça des do-gooders. Donc, en fait, ce serait des personnes qui essayent de se placer au-dessus des autres en faisant un acte qui, en fait, est moralement plus vertueux. Et donc, en fait, il y a aussi cette dichotomie entre le fait de je fais un acte prosocial, mais je reçois un coût social, hein, parce que un coût social, en fait, la discrimination que je reçois, c'est un coût social, alors que j'essaie de faire une action prosociale. Et au contraire, quand je fais quelque chose de très individuel, je reçois moins de discrimination. Donc, je trouvais que c'était aussi intéressant, les motivations et le côté moral du Hmm. végétarisme et du véganisme entraînent en fait cette végéphobie. Merci beaucoup Thibaut pour tes précisions. Je propose d'aborder du coup maintenant un peu des formes que peuvent prendre la vélophobie, et notamment médicale. Et je vais commencer par une petite anecdote. Donc je crois que c'était il y a 5-6 ans en gros, j'avais fait une escarre, ce qui m'arrive souvent. Une escarre, c'est une plaie quand on reste trop dans la même position qui se forme, parce que en gros la peau qui est une surface molle, se trouve entre une surface dure qui est l'os et une autre surface dure qui va être une chaise ou quand on change pas de position, ouais, ça va finir par se creuser. Et donc j'ai déjà fait pas mal d'escarres, donc ce qui est courant avec les gens qui ont la basiologie. Donc je sais à peu près comment ça se soignait, etc. Et là, j'en avais une qui voulait pas se soigner, malgré mes efforts, une alimentation riche en protéines, puisque du coup j'avais aussi acheté des compléments en protéines pour les sportifs, comme je le fais souvent quand j'ai une escarre, pour avoir un apport supplémentaire en protéines, pour faciliter la cicatrisation. Et le docteur que je voyais à ce moment-là, lui était convaincu que si ça se soignait pas, c'était parce que j'étais vegan. Ou du coup, j'avais pas mon apport en protéines parce que j'étais vegan, et j'avais voulu lui dire que j'avais aussi pris des compléments en protéines. Pour lui, ça fonctionnait pas parce que les protéines végétales ne valent pas les protéines animales, ce qui est un autre mythe qu'on me pend régulièrement. Et donc, ça traîne, ça traîne. La plaie se creuse davantage malgré les efforts des infirmiers et mes propres efforts à moi de manger de manière riche en protéines. Et le médecin devient de plus en plus désagréable et insiste de plus en plus sur le fait que je continue de manger vegan, ce soit un peu un refus de soins finalement, et je faisais pas d'efforts quoi. Enfin, c'était un peu vraiment, c'était ouais, je participais pas à l'effort thérapeutique. Et un jour, je sais plus si c'est ce médecin-là ou un autre, qui avait quand même fini par prescrire un scanner pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et on s'est aperçu que, en fait, à l'endroit de l'escarre, juste sous la peau, j'avais une vis d'un montage que j'ai dans le dos. Enfin, en gros, d'un truc que j'ai dans le dos. Et c'était déplacé du montage et qui s'était mis sous la peau. Et que, évidemment que ça pouvait pas soigner quand il y avait littéralement une vis qui était entre la peau et la cise. Et donc j'ai été opéré, on a enlevé la vis et après, bah, j'ai été soigné assez rapidement, enfin normal, quoi. Quand on a une alimentation riche en protéines. Et je trouve que c'est un bon exemple de potentielle végéphobie médicale sur plusieurs aspects. D'une part, le diagnostic a peut-être été ralenti par rapport à si j'avais pas été vegan parce qu'on aurait pas en scanner plus tôt. Et donc, bah, la situation a traîné à cause de ça, elle a continué de s'empirer. Alors qu'un scanner assez tôt aurait révélé cette vis qui s'était déplacée. Et voilà, comme on la suspectait pas et qu'on suspectait mon véganisme, ça a retardé. En même temps, le médecin était presque à exiger que je redevienne à manger de la viande. Non, il voulait plus me prendre en charge, quoi, parce que vraiment, pour lui, c'est comme si je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire, et j'étais pas dans un effort thérapeutique, qui est demandé aux patients. Euh, et voilà, je trouvais que ça illustrait assez bien cette potentielle vélophobie médicale. Et je voulais ouais, qu'on en parle un peu du rapport au médecin à la vélophobie, parce que Thibaut, tu as aussi participé à un papier qui est pas tout à fait là-dessus, mais qui est sur les connaissances des médecins du véganisme et du végétarisme, c'est ça? Et peut-être leurs attitudes aussi.
Est-ce que Axel, tu veux commencer d'abord et après Thibaut, tu me parles de tout ça ou... Donc, la question de base, c'était les formes qu'on peut prendre de la végéphobie. Et du coup, je voulais mettre un peu l'accent sur la végéphobie médicale, mais on peut aussi parler d'autres choses. Ouais, non, bah, ce que tu racontes était vraiment super éclairant. Moi, la question de la végéphobie médicale, je la trouve passionnante euh, Hmm. parce que ça montre bien que c'est pas forcément, ou c'est pas seulement une question de d'animosité vraiment explicite des personnes envers envers celles qui sont végétariennes ou véganes. Ça peut beaucoup reposer sur l'ignorance. Et donc là, on peut fouiller un peu les conséquences systémiques ou à un niveau vraiment général de problèmes de culture, de connaissances, des problèmes institutionnels sur ces questions-là. Et sur le sujet de la végéphobie médicale, ça peut avoir des vraies conséquences, comme tu l'as bien montré, en termes de santé. Et puis aussi, ça passe par la rupture de confiance dans la relation de soins entre les professionnels de santé et les personnes prises en charge, parce que à force de se faire dire qu'on devrait remanger de la viande, à force que nos problèmes de santé soient associés systématiquement ou trop souvent sans raison valable à notre régime alimentaire, ça peut faire qu'on veuille cacher aux professionnels de santé qu'on est végétarienne ou végétalienne, euh, ce qui alimente les problèmes de santé, les erreurs de diagnostic et potentiellement de mauvaises prises en charge, parce qu'on peut on peut avoir besoin d'être conseillé quand on veut se tourner vers le végétarisme sur, par exemple, la vitamine B12. Mais si on ne dit pas à son médecin qu'on a arrêté de manger de la viande, on risque pas de se faire prescrire de la B12. Et en fait, même si on le dit, parfois le médecin ne sait pas forcément comment nous conseiller là-dessus. Donc, il y a vraiment un problème de rupture de confiance et de problème de prise en charge. Et puis, enfin voilà, sûrement que Thibaut t'en sait plus là-dessus, mais je pense que les professionnels de santé en France ont le niveau de connaissance moyen de la population générale sur la nutrition végétarienne, végétalienne, ce qui est un énorme problème ensuite pour conseiller efficacement les patients. Et il y a l'ONAV, l'Observatoire national des alimentations végétales, qui fait un travail vraiment très précieux sur les questions de végétalisation de l'alimentation et d'accompagner les gens dans cette transition alimentaire. Et au sein de l'ONAV, il y a notamment le médecin Sébastien Demange qui a fait sa thèse de médecine sur la relation patient-médecin, patient végétarien et médecin. Il montre avec un échantillon de personnes interrogées que une part assez importante des personnes végétariennes n'ont pas dit à leur médecin qu'elles étaient végétariennes par crainte, soit parce qu'elles ont eu des expériences négatives par le passé quand elles l'ont dit, et donc par crainte qu'on les décourage ou qu'on les décourage de rester végétariennes ou qu'on les incite à recommencer à manger des produits d'origine animale. Je ne sais plus si c'est genre 25% ou un tiers de son échantillon de personnes végé qui n'avaient pas dit à leur médecin qu'elles étaient végées. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis, je sais qu'il existe un diplôme universitaire sur les discriminations médicales. Je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Donc tout ce qui est grossophobie médicale, peut-être aussi discrimination médicale des réfugiés, ce genre de choses. Et il me semble qu'il y aurait des choses à produire sur les discriminations liées au régime alimentaire végétarien, vegan et à l'accès aussi à des repas végés dans la restauration collective. Donc voilà. Et pour augmenter le niveau de connaissance des professionnels de santé là-dessus, il y a des choses qui se mettent en place, notamment via l'ONAV. Il y a notamment le site VGClick, qui est un site à destination des médecins qu'ils peuvent utiliser pendant la consultation ils peuvent rentrer en direct pendant la consultation les caractéristiques de la personne en face en consultation pour pouvoir ensuite donner les conseils les plus appropriés aux patients. Donc voilà.
Bah, écoute, Axel, je peux pas te remercier plus parce que tu viens de décrire exactement ce dont j'avais parlé et en plus très très précisément. Donc bah, c'est vraiment super intéressant ce que tu as dit. Donc juste pour rebondir sur ça, le deuxième chapitre de ma thèse est en fait dédié à tester l'impact d'une campagne d'information auprès des médecins généralistes français. Et notamment, donc j'ai co-autorisé avec Romain Espinoza, qui est donc mon directeur de thèse, pardon, mon co-directeur de thèse, et donc Florimond Montpeureux, qui est le gérant celui qui gère l'Observatoire national de l'alimentation végétale, et Sébastien Demange, donc qui est médecin généraliste spécialisé dans l'alimentation végétale, et Paco Magino aussi, qui est un médecin généraliste spécialisé dans l'alimentation végétale. Donc juste pour expliquer un peu ce qu'on fait dans ce papier, puis après je montrerai un petit graphique qui je pense en fait va corroborer tout ce que tu disais juste avant, Axel. Donc dans ce papier, on part du postulat de dire que aujourd'hui la médecine générale en France a un manque d'informations cruelles sur l'alimentation végétale et sur la nutrition en général, alors qu'en fait ils sont les premiers entre guillemets exposés à aider les patients végétariens et véganes, hein. Donc c'est une source directe d'information pour les patients végétariens et véganes lors de leur transition. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans ce papier, ce qu'on fait, on prend deux groupes de médecins représentatifs de la population. Un groupe qui répond simplement à un questionnaire où ils donnent leur avis sur l'alimentation végétarienne et végane, sur l'alimentation végane, pardon, on se focus uniquement sur l'alimentation végane. Ensuite, on teste leur connaissance en matière de prescription de tests, et notamment en fait le seul test qui est intéressant pour une personne végane depuis plus de 2 ans, c'est donc chercher pour une défaillance en B12. Et en fait, il y a un groupe qui répond simplement au questionnaire, puis il y a un groupe qui est exposé à une brochure d'information qui a été donc développée par Paco Magino et Sébastien Demange à partir du site VGClick. Donc toute l'information qui est sur la brochure est disponible sur le site VGClick, et aussi les médecins ont un temps pour aller consulter la brochure VGClick. Et en fait, ce qu'on montre tout simplement dans ces résultats, c'est qu'avec cette très très courte brochure d'information qui fait juste 5 pages, qui résume aussi un peu de l'évidence scientifique en matière environnementale et de santé, et ben en fait on arrive à changer de manière significative l'avis des médecins sur le véganisme. Donc l'avis sur la transition d'un patient d'une alimentation carnée vers le véganisme. Donc avec cette très courte brochure d'information, on arrive à changer leur perception. Donc oui, en fait, nous, ce qui nous a intéressé un peu, c'est ce qui va intéresser le sujet ici, c'est la motivation du papier. Et la motivation, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, de dire qu'en fait, les médecins sont les premiers, la première ligne lorsqu'on cherche de l'information en santé et qu'on souhaite changer son alimentation végétale. Du coup, si je vais repartager mon écran pour vous montrer un deuxième graphique. Donc tout à l'heure, tu parlais de Sébastien Demange qui a fait sa thèse sur l'alimentation végétale. Donc là, en fait, les données que je vais vous présenter, ça sort directement de la thèse de Sébastien, qui m'a gentiment laissé utiliser ces données. Donc pardon, c'est en anglais, mais je vais traduire. Donc si on se concentre juste sur la partie A, donc la partie de gauche, ici, donc sur l'axe des Y, vous avez la proportion des patients végétariens ou véganes qui demandent des conseils sur l'alimentation à leur médecin généraliste. Et en fait, ce qu'on peut voir ici sur l'axe des X, c'est que les patients végétariens ou véganes qui vont demander conseil à leur médecin généraliste, en général, c'est ceux qui ont transitionné vers l'alimentation végétale depuis 2 ans ou moins. Donc déjà, ce qu'on voit ici, c'est la première motivation, c'est de dire qu'il y a une différence significative entre ceux qui sont végétariens et véganes depuis longtemps et ceux qui ne le sont depuis peu de temps. Donc ça montre quoi? Que les médecins, en fait, c'est vraiment une première source d'information. Je suis végétarien ou végane, je viens de transitionner vers une alimentation végétale, je vais voir mon médecin généraliste pour lui demander conseil sur l'alimentation végétale. Maintenant, si on bascule juste sur la partie de droite, qui va corroborer exactement ce que tu disais tout à l'heure, Axel, c'est pour ça que je disais que c'était une super bonne introduction. Donc sur l'axe des Y ici, vous avez la proportion de patients végétariens et véganes qui hésitent à faire part de leurs symptômes à leur médecin généraliste. Et en fait, cette proportion, elle est beaucoup plus élevée. Donc les patients hésitent beaucoup plus à rapporter des symptômes médicaux si leur docteur leur recommande de manger de la viande. Donc pour ceux qui déclarent que leur docteur leur a recommandé de manger de la viande, il y a une proportion beaucoup plus significative qui hésite à rapporter leurs symptômes en comparaison avec ceux dont le docteur ne leur a pas dit de manger de la viande. Donc ici, quand on a un médecin pro-viande, donc qui recommande de manger de la viande, et ben les patients hésitent beaucoup plus à
rapporter des symptômes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces symptômes, ça peut être n'importe quel type de symptômes. Ce n'est même pas des symptômes qui peuvent sortir à cause de la viande, qu'on pourrait se dire, par exemple, une carence en B12. Non, c'est vraiment tous les symptômes. Et aussi, ce qu'on montre, c'est que il y a des médecins, ils rapportent, ils en sont conscients. Et ils sont aussi conscients qu'il y a pas mal de végétariens et de véganes qui se tournent vers des formes de médecine alternatives à cause de la peur de la mise en cause de leur régime alimentaire. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que le manque en fait, de formation des médecins généralistes français, donc de la médecine générale française, en termes nutritionnels, et en fait, les médecins généralistes en sont conscients. Ils disent, même eux, ils disent avoir un manque d'informations sur l'alimentation végétale. Et ben en fait, ça peut venir, ce qu'on va dire, altérer, donc dégrader la relation thérapeutique entre, d'un côté, les médecins et de l'autre, des patients végétariens ou véganes. Donc ici, vraiment, ça c'est... Merci encore à Sébastien Demange de m'avoir laissé utiliser les chiffres. Et ça, c'est un graphique qu'on a mis dans notre papier. Et donc vraiment, ici, la médecine générale et donc les conseils des médecins, ils peuvent avoir un impact très important sur le choix ou non en fait, de continuer une alimentation végétale. Donc cette végéphobie, parce qu'on peut appeler ça de la végéphobie, c'est une aversion un peu au végétarisme et au véganisme, elle peut encore une fois venir freiner dans le monde médical la transition vers l'alimentation végétarienne et végane. Merci beaucoup, Thibaut et Axel. Par rapport au milieu médical, un autre truc qui me vient en tête, c'est, j'en fais régulièrement les frais, quand on va à l'hôpital, la quasi-impossibilité de pouvoir manger un repas équilibré qui soit végétalien. Pour ceux qui savent pas, en gros, la plupart du temps, vous vous retrouvez avec une assiette d'un menu standard de laquelle on a enlevé la viande et les produits laitiers si on avait, et donc vous finissez avec une assiette de pâtes dans le meilleur des cas, et sinon, vous avez la chance qui a été un peu doublée en dose, pour compenser la quantité de viande, on a rajouté un peu de pâtes et quelques légumes. Euh, mais bon, en tout cas, c'est pas suffisant pour avoir tous les apports nécessaires à une alimentation équilibrée. Euh, et je pense que, même si j'en fais pas les frais, les personnes qui sont véganes en école primaire ou au collège ou au lycée doivent avoir le même genre de difficulté à pouvoir manger vegan. Je note juste par contre que pour l'hôpital, il me semble qu'il y a une obligation réglementaire de servir de la viande à tous les repas. C'est vraiment un truc qui est inscrit. Et l'option végé, quand elle est là, ça va être souvent des œufs, des omelettes, etc. Alors que dans le milieu scolaire, on voit qu'il commence à y avoir le menu végétarien obligatoire au moins une fois par semaine. Donc la situation s'améliore un peu à ce niveau-là. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même des vraies difficultés. Est-ce que cette impossibilité de manger végétalien, vegan, dans un milieu scolaire ou hospitalier, notamment quand c'est le cas quand on parle de milieu public, enfin école publique, hôpital public, ça fait partie selon vous de la végéphobie, ou bien c'est juste autre chose qui s'inscrit plus généralement dans cette idée-là, mais qui peut pas être qualifiée de végéphobie avec le terme végéphobie. Ça, c'est vraiment une des questions sur lesquelles je bute le plus pour préparer mon article là sur le sujet parce que j'ai du mal avec la question du périmètre, de qu'est-ce qu'on met, quoi exactement dans ce continuum on peut qualifier de végéphobie. Après, c'est une question de terminologie qui ne va pas du tout m'arrêter pour expliquer, raconter, détailler ce qui me paraît important au sujet de ces phénomènes-là. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense que je vais m'orienter vers le fait de poser une diversité de termes pour parler du phénomène en question. Donc, je parlais notamment de disqualification sociale des sentiments pro-animaux. Il y a la question de la végéphobie, notamment la végéphobie médicale. Il y a un article qui est, je me suis ressouvenu de ça en préparant notre discussion. Il y a un article que j'aime beaucoup qui est paru dans la revue L'Amorce en 2020, qui a été écrit par David Faucheux, un article qui s'appelle « Le spécisme comme obligation sociale ». Et en fait, je trouve que c'est une autre façon de parler de végéphobie, et je pense qu'il ne mentionne pas une seule fois le terme végéphobie dans son article, mais en fait, il explique que le spécisme, il s'impose aux animaux, bien entendu, mais le spécisme s'impose aussi aux humains. Et il s'impose pas seulement comme une évidence, parce qu'on baignerait dans un climat spéciste, où le fait que
de considérer que les humains sont des êtres supérieurs relève de l'évidence. C'est pas seulement que ça s'impose comme une évidence, c'est aussi que ça s'impose très concrètement comme une obligation sociale. Il y a une forme d'impératif moral, un impératif, un attendu social de discriminer les animaux par rapport aux humains. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, le fait de toujours privilégier les intérêts des humains par rapport aux intérêts des animaux. Quand, si on doit reprendre des scénarios, des expériences de pensée avec par exemple une maison en feu et on a le temps de sauver seulement le chien ou l'humain, le bébé, eh bien, il va être attendu, voire exigé, sous peine de poursuite pénale, de sauver le bébé en priorité, le bébé humain, sous peine de poursuite pour non-assistance à personne en danger. Alors même qu'on sait très bien, et ça c'est aussi attesté par des études, que, en tout cas, des études, je ne sais pas, mais peut-être des sondages, que il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, si on leur pose la question, est-ce que vous préférez votre beau-père ou le chien avec qui vous vivez depuis 15 ans, bon, ben, il y a un certain nombre de personnes qui, dans des situations, dans diverses situations, privilégieraient les intérêts de leurs compagnons non humains. Et ça, c'est pas quelque chose. Enfin, il y a une sanction. Il peut y avoir des formes de sanctions sociales à privilégier dans certains cas les intérêts d'animaux non humains par rapport à ceux des intérêts humains. Donc voilà, la désobéissance à l'ordre spéciste du monde, qui est un ordre attendu et qui est la norme dans la société, provoque un tas de sanctions qui vont de la moquerie jusqu'à parfois aussi les poursuites judiciaires. Et là, je pense aux personnes qui défendent les animaux à travers des formes d'action politique, de désobéissance civile, de sauvetage d'animaux, etc. Donc, à quel point on peut appeler ça de la végéphobie? Moi, c'est une question qui est ouverte et je suis intéressée à avoir des avis là-dessus. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment on appelle les choses pour dire des choses intéressantes là-dessus? Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une question intéressante. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au soi, ce que je trouve intéressant, c'est que par ailleurs, je pense que si quelqu'un avait sauvé, je sais pas, sa femme, son mari, par rapport à 50 personnes, qu'il avait fait le choix sciemment de privilégier une personne très proche à 5 inconnus, la sanction sociale serait beaucoup moins élevée que s'il choisissait de sauver son chien par rapport à juste un inconnu. Euh, et c'est pas qu'une question, je pense, le chien serait moins sentient ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question de nature de dire que c'est ridicule dans toutes les circonstances de privilégier des animaux à des humains, peu importe peu importe les circonstances en fait. Hmm. Et je laisse Thibaut du coup reprendre la parole par rapport à la question de savoir si c'est la vélophobie ou non de pas pouvoir manger dans des lieux publics avec une alimentation végane. Ouais, donc sur cette question-là, moi j'ai pas trop dans mes recherches, je suis pas trop tombé sur des choses comme ça. Il y a beaucoup de travaux qui montrent Hmm. comment amener les gens à manger plus végétal dans les cantines, etc. En revanche, je pense qu'Axel elle a bien résumé, c'est vraiment cette question de définition de la discrimination envers les végétariens et les véganes. Et donc là, est-ce que c'est une forme de discrimination? Je sais pas, je pourrais pas, je suis pas assez expert sur le sujet pour venir donner une définition. Est-ce que la définition est assez large? En revanche, ce que je trouve intéressant, et ça peut un peu peut-être tourner le débat, c'est en fait le fait que, par exemple, quand tu vas à l'hôpital, t'as pas d'option de viande, t'as pas d'option, pardon, vegan, ça ramène vraiment à la question de la norme sociale. Et donc, notamment dans la végéphobie, les gens qui, en fait, rapportent un peu plus de végéphobie ou rapportent ne pas vouloir diminuer leur consommation de viande, il y en a qui rapportent une pression sociale. Ressentir, j'ai une pression, j'ai une norme sociale. En fait, aujourd'hui, la norme sociale, et je pense que c'est d'autant plus vrai en France avec le ministère de l'Agriculture qui est à fond derrière l'industrie de la viande, c'est de dire qu'aujourd'hui, manger de la viande, c'est la norme. C'est la norme, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à aller
contre cette norme, je sais pas. Et après, on peut se poser plein de questions. Comme tu disais tout à l'heure, Axel, il y a des expériences de pensée, et on en parlait plutôt, Tom, par message, mais donc il y a un article super connu en psychologie qui a cherché à mesurer une expérience de pensée, à comparer les enfants contre les adultes, et à voir est-ce que les enfants, en fait, s'ils devaient sauver un chien versus un adulte, 10 chiens versus un adulte, est-ce que les enfants ont plus tendance à sauver les chiens que les adultes? Et ils ont aussi fait cette expérience de pensée avec les cochons. Et en fait, ce qui montre, c'est que les enfants, en comparaison avec les adultes, ils ont plus tendance à sauver les chiens. Donc la priorité est mise sur l'animal. Et en fait, c'est toute cette idée de dire que le spécisme, en fait, il est acquis par norme sociale et qu'il n'est pas là instinctivement chez les enfants. Et en fait, c'est d'autant plus vrai que plus les enfants sont jeunes, plus ils sauvent les animaux, plus ils ont de compassion envers les animaux. Donc là, je pense que, est-ce que c'est de la végéphobie? Je sais pas. Est-ce que la norme, le fait de cette norme sociale de manger de la viande, c'est accepter de manger de la viande, c'est la norme, c'est ce qu'on fait depuis des années. Est-ce que c'est de la végéphobie? C'est vraiment une question à se poser, hein. Et je pense que, enfin, moi, dans mes prochains travaux, en tout cas, c'est ce sur quoi je veux travailler, cette question de normes sociales, de normes de manger de la viande, et quand est-ce que cette norme va se retourner. Et donc, juste pour poser une petite expérience un peu rigolote, donc l'autre fois, c'était vendredi, je présente, et avant de présenter, j'étais la première personne à présenter, donc j'avais mis mes slides au tableau, et donc une personne vient me voir et me dit, bon, c'est quoi la végéphobie? Donc je lui dis, bah, c'était un chercheur, hein, en économie. Je lui dis, voilà, la végéphobie, c'est discrimination envers les végétariens et les véganes. Et donc, il m'explique que, en fait, dans sa cantine, je crois qu'il était dans une faculté à Bordeaux, je ne suis pas sûr, dans la cantine d'une école de commerce, de son école de commerce, tous les lundis, ils font le lundi vert. Et donc, il n'y a pas d'option de viande. Et il m'a dit que lui, en fait, il n'était pas contre le végétarisme ou le véganisme, mais que le fait qu'on l'impose le lundi de ne pas manger de viande, ben, il était contre ça. Et donc, il m'a dit, je refuse qu'on m'interdise de manger de la viande le lundi à la cantine, donc je ne mange pas à la cantine. Je vais manger de la viande ailleurs. Alors que la personne n'était pas forcément pro-viande ou contre le végétarisme ou le véganisme. Donc, en fait, il y a toute cette histoire un peu de normes sociales. Et puis, tu vois, dans les cantines, est-ce que si on force les gens à manger végétarien ou vegan, est-ce que ça va vraiment être la bonne solution? Est-ce que les gens vont pas se sentir, pour le coup, discriminés dans un autre sens? C'est des questions. Mais bon, là, pour juste conclure et revenir au sujet de base, je pense que vraiment, c'est toute cette définition de végéphobie qui est remise en cause. En fait, est-ce que c'est de la végéphobie? Qu'est-ce qui est de la végéphobie? Et puis, je pense qu'avec le développement, comme on en parlait tout à l'heure, avec le développement des travaux sur la végéphobie, on va arriver de plus en plus à une définition précise qui sera de plus en plus acceptée. Donc, est-ce que le cadre des cantines rentrera dans ça? Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais moi, je parlais tout à l'heure du fait que le végétarisme, c'était quelque chose de choisi par rapport à quelque chose qui serait inhérent à une personne ou même subi comme identité sociale. Et tu disais que ça pouvait peut-être créer des différences sur la manière dont du coup c'était traité, enfin, peut-être une différence ontologique finalement entre discrimination basée sur une identité sociale choisie versus inhérente. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, sur cette distinction. Avec d'une part, bon, je pense que on peut en partie remettre en cause le fait que le véganisme, c'est forcément choisi. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont véganes depuis longtemps, il y a une telle répugnance à imaginer manger de la viande, qu'elle soit morale ou gustative ou quoi que ce soit, que si on fait la fameuse différence de pensée qu'on impose régulièrement aux véganes, de dire ah mais Stéphanie Désert tout seul et qu'il y a juste un poulet à côté, tu vas le manger quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de véganes qui en fait ne le mangeraient pas, quitte à en pâtir eux-mêmes, tellement il y a une forme de répugnance voilà, morale et pas que à devoir manger de la viande. Euh, Bref, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, du coup, oui, c'est pour revenir sur le caractère un peu choisi qu'à mon avis on peut remettre en question, même si bah, voilà, on peut pas non plus nier que on peut facilement choisir de manger un régime avec un autre, enfin, plutôt que choisir sa couleur de peau, pour un exemple qui est vraiment, je pense, est très difficile à remettre en question. Du coup, ouais, qu'est-ce que dit un peu la littérature là-dessus? Est-ce que pour toi, le fait qu'il y ait cette différence-là, c'est vraiment important dans notre appréciation de la légéphobie? Et après, Axel, je suis aussi curieux d'avoir tes commentaires là-dessus. Ouais, c'est une super question, Tom. Du coup, ici, je vais juste mettre un petit cadre. Quand on parle d'identité sociale, ici, en gros, on va parler de vraiment d'une sorte de part de soi-même, de soi-même qu'on dérive en fait du fait qu'on appartienne à un groupe social. Et en fait, tout ça, c'est entremêlé avec les valeurs et les sortes d'émotions qu'on tire d'être
d'appartenir à ce groupe social. Donc déjà, l'identité sociale, c'est dérivé, c'est défini comme ça. Donc déjà, en psycho, on a plein de papiers qui montrent que vraiment adopter une alimentation végétarienne ou végane, c'est associé à une identité sociale. Donc une fois que je m'engage dans le végétarisme et le véganisme, j'adopte une nouvelle identité sociale. Il y a même des travaux qui montrent que il y a une différence entre le végétarisme et le véganisme et que en fait, le véganisme est associé à une identité sociale encore plus forte. J'ai une association encore plus forte à l'identité sociale quand j'adopte le véganisme par rapport au végétarisme. Ensuite, sur la question de la discrimination par rapport à cette différence entre, on va dire, identité inhérente et une identité choisie, il n'y a pas énormément d'évidence. Donc nous, en économie, on a avec les jeux économiques de la discrimination dans les deux sens. Donc il y a des gens qui ont montré, par exemple, qu'il y a de la discrimination envers les minorités raciales, il y a de la discrimination envers les LGBT. Donc ici, c'est vraiment des identités inhérentes, on ne les a pas choisies, c'est comme ça. Ensuite, il y a d'autres papiers qui ont montré qu'il y a de la discrimination vers les identités choisies. Donc ici, pareil, à chaque fois, c'est débattable. Est-ce que c'est vraiment choisi? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en soi? Bon, on peut débattre, mais ici, on va dire que c'est choisi. Donc il va y avoir l'identité, par exemple, politique, mon bord politique, mes préférences politiques, ou aussi le choix de la religion. Donc selon le choix de la religion, le choix de bord politique, il y a de la discrimination. Donc ici, je pense que le végétarisme et le véganisme, on va associer ça à une identité choisie. Donc normalement, il devrait y avoir de la discrimination. Après, c'est vrai que donc il n'y a pas de travaux précisément qui définissent ceci. Je pense que juste pour terminer, après je laisserai Axel peut-être parler de ça un peu plus précisément. Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'une identité choisie, elle est difficile à révéler. Elle est difficile à révéler dans le sens où, quand je révèle mon identité politique, quand je révèle le fait que je sois végétarien ou vegan, c'est pas écrit sur mon front en fait. Malheureusement, heureusement, les gens qui appartiennent à des minorités raciales, ça se voit. On le voit par exemple, une personne de couleur noire et de couleur noire, etc. En revanche, le végétarisme et le véganisme, c'est pas écrit. Et donc en fait, souvent une identité qui est choisie, elle est révélée d'une manière disruptive. Moi, j'appelle ça disruptif, c'est-à-dire que, par exemple, je vais révéler mon identité politique lors d'un débat politique. Je vais révéler mon identité végétarienne ou végane à une manifestation à L214 ou à simplement un repas de famille où je vais en fait aller contre tout le monde de manière disruptive et dire ah ben non, moi désolé, je mange pas de viande. Donc ici, je pense que la petite différence qui va être importante, c'est de savoir la manière dont l'identité est révélée. Donc je pense que ce concept d'identité inhérente versus identité choisie, toute la question va être là, ça va être de la manière dont c'est révélé. Donc je pense que la petite différence est là. En revanche, il n'y a pas énormément de ce que je disais, il n'y a pas beaucoup de travaux qui parlent de différence de discrimination envers ces deux types d'identité. Oui, je trouve ça super intéressant cette question de comment c'est révélé et le côté disruptif. C'est la première fois que j'entends parler de ça. La question du choix revient souvent dans les critiques qui sont faites à l'utilisation du terme végéphobie et ça fait partie des questions avec la question du périmètre des phénomènes inclus dans le terme qui me... Je suis pas très arrêtée là-dessus. Moi, je reconnais le fait d'avoir fait un choix, ça permet d'assumer davantage et donc potentiellement de moins subir ou de pouvoir prendre du recul par rapport aux réactions négatives que suscite notre choix versus quelque chose qui serait subi ou inhérent, où là vraiment on porte pas ça avec conviction particulièrement, mais juste on se prend la violence sans avoir rien demandé. Donc il y a peut-être le fait que quand c'est un choix, quand c'est assumé, quand c'est revendiqué, quand on est droit dans ses bottes et quand on sait pourquoi on a fait ce choix, peut-être que ça donne ça permet de vivre moins durement les attaques. Je sais pas, c'est une supposition. En tout cas, sur la question du choix, il y a quand même beaucoup de personnes végétariennes, végétaliennes qui disent à quel point la question animale leur est tombée dessus et à quel point le fait d'avoir cessé de manger des animaux, ça s'est imposé comme quelque chose
bah, d'obligatoire dans leur vie, quoi. Sinon, c'était juste pas possible de faire autrement et de continuer à contribuer à l'exploitation animale en ayant découvert tout ce que ça impliquait. Donc, voilà, beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas faire autrement une fois qu'elles ont eu connaissance du massacre des animaux. Après, je suis pas sûre que la distinction entre choix et non-choix soit si importante pour tout ce qui est conséquences politiques. Et je dirais même que ça n'a pas de sens dans le sens où parler de choix ou pas, ça renvoie encore une fois à un truc à la dimension individuelle du phénomène. Voilà, est-ce que les gens individuellement font le choix éclairé de renoncer dans leur fort intérieur ou dans leur quotidien à l'exploitation animale et choisissent un nouveau mode de vie? C'est des questions intéressantes, mais ça éclipse totalement le fait qu'on a affaire à un climat, à une culture, à un régime politique spéciste, carniste, végéphobe. Et pour moi, c'est surtout ça qui est intéressant. À quel point les questions de choix, un peu de mérite individuel d'avoir renoncé à l'exploitation animale est si pertinent que ça dans les débats sur comment faire avancer la cause animale. Moi, je suis pas hyper convaincue. Même moi-même, quand je repense à mon expérience, je me dis pas du tout que j'ai eu un éclair de génie. Non, j'ai découvert la question animale à travers une lecture, j'ai eu un choc moral, un choc émotionnel et c'est devenu évident qu'il fallait que je devienne végane et que je m'engage dans la cause animale. Et c'est aussi lié à ma position sociale, à tout un tas de choses que je n'ai pas choisies. Donc, de toute façon, la question du choix, elle est pertinente dans un certain cadre pour répondre à certaines questions avec une certaine méthode, mais quand même, on sait bien que pour un tas de questions en sociologie, en politique, se préoccuper de la question du choix, c'est pas vraiment la piste la plus intéressante, le choix individuel. Je vois qu'on a une question dans le chat, je ne veux pas de vous la poser. Est-ce qu'il y a une corrélation négative entre végéphobie et niveau d'éducation? Pour les personnes qui subissent la végéphobie ou qui exercent la végéphobie? De J'imagine toute qui exerce. D'accord. J'allais dire, peu importe la précision, je n'ai pas la réponse. Donc... Mais ouais, je sais pas. Donc, Thibaut? alors, la question est assez compliquée. Donc, il me semble, dans mes recherches, mais c'est à confirmer, que le niveau d'éducation, donc plus le niveau d'éducation était élevé, moins c'est associé à des attitudes végéphobes, en fait. Il faudrait que je retrouve, il me semble que c'était un papier de Pojlainen, il me semble. En revanche, par contre, si je peux parler de mes résultats, de mon expérience économique, décidément, quand on met de l'argent en jeu, toutes les préférences changent. Et donc, dans mon expérience économique, ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes qui déclarent avoir une éducation, donc pas d'éducation supérieure, donc c'est-à-dire pas de licence, ni de master, ni de doctorat, ont des attitudes plus positives envers les végétariens et les véganes. Ça va un peu à l'encontre de la psychologie et de la sociologie. Donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que je me suis rendu compte dans mon expérience qu'en fait, quand on a introduit des choix monétaires, ça a un peu changé les préférences. Donc dans mon expérience, moins d'éducation, égale moins de végéphobie. En revanche, dans les travaux en psycho et en sociaux, donc sur ce qui est plus déclaratif, on est sur le contraire. Donc plus d'éducation, plus d'éducation. Je crois que j'ai retrouvé le papier. Tac. Donc ici ça disait. Ouais, donc ici, dans un des papiers de Pojlainen, notamment les personnes qui déclaraient vouloir réduire leur consommation de viande étaient des personnes qui avaient un accès plus important à l'éducation. Donc encore une fois, hein, c'est un résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relation claire scientifique sur le sujet. Mais encore une fois, c'est à creuser, quoi. Merci à vous deux. Comme ça fait déjà bientôt 1h40 qu'on parle, je vous propose de passer à la question de conclusion. Alors, ma question... Oula, mon ordinateur bug un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, en guise de conclusion, ma première question c'était, est-ce qu'il faudrait davantage parler de végéphobie? Puisque comme on disait au départ, c'est un terme qu'on entend très très peu aujourd'hui. Le cas échéant, comment? Par exemple, est-ce qu'il faut trouver un autre terme? Parce que végéphobie ramène trop à cette idée pas d'équivalence, mais en tout cas de mise en parallèle avec l'homophobie, etc.
avec le risque de causer de la réactance ou de montrer un phénomène différent. Donc, est-ce qu'il faut trouver un autre terme? Est-ce qu'il faut garder ce terme? Est-ce qu'il faut plus en parler en général? Je vous laisse un peu en finir avec ouais, vos réflexions là-dessus. Et peut-être s'il y a des réflexions que vous n'avez pas eu l'occasion d'évoquer pendant l'entretien et qui vous reviennent maintenant, n'hésitez pas à les glisser comme ça, vite fait, sous le tapis. Voilà. Si tu veux, je peux commencer, Axel. Vas-y. Euh, donc, pour répondre à tes questions, bah, moi je pense que je vais reprendre un peu ce que j'ai dit plus tôt. Oui, pour moi, en fait, la végéphobie, et c'était même pas la question de faudrait-il davantage en parler ou pas. Sur le plan scientifique, je pense qu'il y a de plus en plus de recherches sur, au-delà de la végéphobie, la consommation de viande. Et notamment la consommation de viande au niveau individuel. Donc c'est étroitement lié à la végéphobie. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, naturellement, on en parle de plus en plus. Comme il y a une accumulation d'évidences scientifiques, on en parle de plus en plus. Donc, est-ce qu'il faudrait davantage en parler? Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est un accroissement de la vulgarisation des travaux scientifiques. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ce podcast, il est super intéressant, puisqu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se sentent discriminées ou qui ont déjà entendu parler de la végéphobie, mais qui ne savaient pas qu'il y a beaucoup de recherches dessus. Donc, je pense que déjà, ça, la vulgarisation des travaux scientifiques, ça va être quelque chose de très important. Ensuite, tu disais comment parler de la végéphobie. Bah, moi, je pense encore une fois, moi, je parle vraiment sur le plan scientifique parce que j'ai pas les connaissances d'Axel sur tout ce qui est plutôt milieu militant et animaliste. Pour le cas échéant, bah, encore une fois, ça va passer par la vulgarisation. Déjà, vulgariser les travaux scientifiques et les diffuser. Et ensuite aussi, ça va passer par, moi, je pense, hein, mais ça, c'est une réflexion de bon économiste qui sort d'un doctorat en économie. Ça va passer par les pouvoirs publics. Pour moi, ça va passer par une prise de conscience que la végéphobie, c'est un phénomène et il va falloir trouver des manières de venir réduire l'écart entre les gens qui mangent de la viande et les gens qui n'en mangent pas. Et en fait, venir limiter au plus possible ces discriminations, ce qui va en fait inciter naturellement les gens à manger plus de viande. Et enfin, juste pour terminer, est-ce qu'il faudrait trouver un autre terme? Sur l'autre terme, la question, pour moi, elle est très ouverte. D'une part, je dirais que non, il ne faut pas trouver un nouveau terme, puisque c'est le terme qui a été utilisé, c'est le terme qui est utilisé dans la recherche. Voilà, aujourd'hui, le terme, il y a, comme je disais, une accumulation de résultats sur ce terme-là, et donc il est connu. Aujourd'hui, ce terme, il commence à être connu. En revanche, est-ce que végéphobie, il n'y a pas une association trop forte avec homophobie? C'est vraiment la question. Mais comme en fait Axel elle a soulevé une très bonne question à laquelle je n'avais pas pensé, le terme grossophobie, on l'associe pas du tout au terme homophobie en fait. Et donc voilà, est-ce que au lieu de changer le terme, ça serait peut-être pas plus intéressant de passer par des campagnes d'éducation, donc encore une fois les pouvoirs publics, hein, un bon économiste, par les pouvoirs publics, et venir vraiment étayer le terme végéphobie et venir y coller une définition plutôt que simplement dire le mot végéphobie et l'associer à rien en fait. Donc, est-ce que des campagnes de sensibilisation, comme disait Axel plus tôt, est-ce que ça va pas, ça pourrait pas un peu nous aider? Après, bah, moi, j'aimerais juste terminer, je terminerai sur ça. Moi, personnellement, je suis assez positif sur le végétarisme et le véganisme parce que je le vois autour de moi, mais je le vois aussi dans les travaux scientifiques et dans le développement de plein de voies. Aujourd'hui, le végétarisme et le véganisme, ils se développent. Et petit à petit, en fait, je pense qu'avec la démocratisation de ce type de repas, donc l'exemple que je vous donnais avec le lundi vert qui est aujourd'hui fait dans certaines facultés, il y a des facultés, je crois que c'est au Royaume-Uni, qui ont déjà passé tous leurs repas végétariens, etc. Je pense qu'en fait, on va assister naturellement à un retournement de la norme sociale. À quel moment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de papiers en économie qui s'attachent à montrer en fait qu'à partir d'un moment, quand une proportion de la population devient trop élevée, ben, on assiste à ce qu'on appelle un retournement de la norme sociale. Donc ça n'a pas été fait encore sur le végétarisme et le véganisme, mais quand est-ce que on va passer au fait de dire, ben, en fait, de réduire sa consommation de viande, c'est quelque chose de normal, On qu'on parlera de carnophobie on pour les parlera mangeurs peut-être de viande qui seront victimes de... un jour de carnophobie, quoi. Et donc ouais, quand est-ce que ce retournement de normes sociales va arriver? Et je pense que
avec la démocratisation, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sociétés comme Carbon 4 qui font énormément de choses pour diffuser de l'information sur l'impact environnemental de la viande. Je pense que les gens ont de plus en plus conscience que manger de la viande est détrimental à l'environnement et à la santé. Je pense qu'on va assister naturellement, je l'espère, à une réduction en fait de la végéphobie. Donc autant garder ce terme et y coller une définition un peu plus propre. Ouais, j'ai un certain nombre de choses à ajouter là-dessus. Pour rebondir sur la question des politiques publiques et de renverser la norme sur la question du végétarisme et tout ça, ça me rappelle à quel point, pour reprendre tout ce qui est urgence climatique, les questions de transition énergétique, etc., on sait à quel point le changement de régime alimentaire représente un levier de sobriété qui est vraiment indispensable si on veut réussir la transition énergétique avec succès. Pour autant, on a un gros problème d'accompagnement par des politiques publiques de cette nécessaire transition vers des régimes moins chargés en protéines animales. Et on a l'impression comme ça qu'il y a un blocage sur cette question qui, à mon avis, n'est pas étranger à ces questions de stigmates, de crispation, de levée de boucliers sur les questions de réduction de la consommation de viande. Donc, au-delà des questions animalistes ou de lutte contre la végéphobie en tant que telle, je pense on a besoin effectivement de politiques publiques ambitieuses sur la végétalisation de l'alimentation. Donc, il y a ça. Mais globalement, oui, moi, je pense que tout ce dont on a parlé là, ce sont des questions, ça relève directement de considérations stratégiques pour le mouvement animaliste et ça concerne directement l'efficacité du mouvement animaliste. Donc oui, il faut absolument continuer la réflexion là-dessus et essayer de penser à déjà mieux comprendre le phénomène et penser des stratégies pour résoudre le problème. Est-ce qu'il faut mettre en avant le terme de végéphobie dans tout ce travail-là? C'est pas évident. Pour moi, c'est pas strictement nécessaire. Ça peut l'être dans certains cas, certains et pas d'autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la considération terminologique, elle est un peu en parallèle où elle est pas, on n'a pas besoin de la régler pour forcément avancer sur la résolution du problème. Et je pense que voilà, pour moi, c'est intéressant de lutter contre la végéphobie dans la mesure où ça permet de politiser ce qui jusque-là relevait du privé. Parce que un des effets de la végéphobie, c'est de ramener la question du régime alimentaire à une considération privée, à un choix personnel, à quelque chose qu'on fait dans son fort intérieur, ou dans le huis clos de son foyer, ou alors quelque chose pour lequel on s'excuse, on se justifie, on se fait petit, on ne fait pas de vagues, on est accommodant, on est exemplaire. Enfin, il y a vraiment ce carcan qui fait que toute la dimension politique, revendicative, collective, s'organiser collectivement pour obtenir des victoires au niveau des revendications du milieu animaliste, bon bah voilà, tout ça, il faut qu'on réussisse à dépasser les effets de la végéphobie pour créer de la conscience politique chez les personnes qui ont des intuitions animalistes, pour qu'elles rejoignent le mouvement, pour qu'elles assument leur solidarité envers les animaux. Donc il y a tout un enjeu stratégique colossal sur le fait de lutter contre tout ce dont on a décrit dans cette discussion. Donc voilà, moi, cette dimension de politisation ou de conscience politique des personnes animalistes, je trouve ça super important. Et puis, je voudrais signaler un épisode du podcast Comme un poisson dans l'eau qui est tenu par Victor Durand-Lepeuch, qui est sorti aux alentours de la période des fêtes fin d'année dernière, qui est une période difficile pour les personnes végétariennes, véganes qui doivent aller ou choisissent d'aller, par exemple, à des repas de famille où tout le monde n'est pas végé. Donc, en fait, c'est un épisode vraiment sur la dimension « tu n'es pas seul ». Et j'ai trouvé que c'était un épisode très, très bien réalisé, assez émouvant et qui peut permettre de sortir de l'isolement et de créer des liens de solidarité entre personnes végées.
Et ça, c'est super important pour lutter contre la végéphobie. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire d'autre? Oui, ben, pour toutes ces questions-là, je trouve que la question de comment faire émerger un problème dans l'espace médiatique et politique, comment faire de la végéphobie quelque chose qui mobilise des politiques, des politiques publiques, etc. On a beaucoup d'exemples de ça en sociologie des sciences et en histoire des sciences, de comment des problèmes, par exemple le cas de l'amiante, le cas du port de la ceinture dans les voitures, enfin il y a tout un tas de choses qui, à un moment, n'étaient pas perçues socialement, politiquement, médiatiquement comme des problèmes publics, mais qui, par un travail de mobilisation collective ou par d'autres phénomènes, sont devenus plus ou moins rapidement des choses concernantes qui ont mobilisé de l'énergie, de l'attention, des ressources pour être résolues. Et je trouve ça intéressant comme paradigme pour essayer de comprendre comment le problème de la végéphobie pourrait émerger comme un problème public avec des campagnes de sensibilisation, avec voilà, tout un tas de mesures qui seraient prises pour lutter contre ça. Donc on n'y est pas encore du tout, mais je trouve que c'est un paradigme intéressant et qu'on pourrait s'inspirer de ce qui a été fait pour d'autres problèmes qui à un moment étaient privés ou relevaient de la responsabilité individuelle qui à un moment étaient traduites et accompagnées par des politiques publiques. Voilà, il y a un sociologue qui s'appelle Emmanuel Henry qui travaille beaucoup là-dessus, et notamment sur un champ de la sociologie qu'on appelle l'agnotologie. L'agnotologie, c'est la science de l'ignorance. C'est comment l'ignorance est produite, parce que souvent on parle beaucoup de la production de connaissances, mais en fait il y a aussi des mécanismes de production d'ignorance, notamment par les lobbies, comment les lobbies tentent d'étouffer des connaissances scientifiques ou de retarder la mise en place de réglementations, etc. Donc, dans le cas du système agroalimentaire et de la production de produits d'origine animale, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis, je pense qu'il y aurait aussi des choses à dire sur la végéphobie avec ce cadre-là. Je vous remercie infiniment. Si vous n'avez pas de choses à rajouter, je propose de s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était dense, riche et très intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est bon pour vous, je peux mettre fin au stream? Ouais. Ok, Merci bah du beaucoup, coup, Tom. merci aux personnes qui nous ont écoutés. Vos retours sont les bienvenus. Faut qu'on voit si le stream sera dispo ou pas en VOD. Et si c'est le cas, coucou YouTube. Et sinon, bah dommage, vous avez raté un super truc. Mais du coup, vous ne le saurez pas. Salut! Bye, Tom.